bonsoir. Vous êtes présent ici pour le 7e séminaire de Polytechnique Santé. Alors, quelques mots d'introduction parce que je pense que le mieux c'est d'être bref vu la qualité des intervenants. Juste pour vous rappeler que c'est une initiative de l'École Polytechnique, donc quelques mots, l'École Polytechnique est une école qui a beaucoup en fait d'activités dans la santé. Il y a des chercheurs, il y a des responsables de haute administration, il y a des industriels. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Il y a des directeurs d'hôpitaux. J'allais faire une faute de goût d'emblée, là. Excuse-moi, mon cher Guillaume. Et donc, l'idée a été, il y a 2 ans, en fait, d'un groupe, d'une manière assez informelle, en fait, de se réunir et de voir comment on pouvait rentrer dans les débats sur la santé, sachant que on a évidemment quelques sujets de prédilection et on est arrivé à la prévention algorithmique sur ce principe qu'au fond, c'est un sujet évidemment d'actualité, une cause nationale, la prévention, et qu'essayer de trouver, de renouveler le propos général sur ce thème est un exercice qui nécessite de faire preuve, je dirais, de créativité. Donc, on a attaqué par l'angle de l'algorithme. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est grosso modo tout ce qui est intelligence artificielle. On a eu 6 séances. Ce soir, c'est la 7e. Donc, on a eu des analyses sur des présentations sur différents secteurs, l'oncologie, la neurologie, les personnes âgées, l'épidémiologie. On a travaillé aussi des défis qu'on devine derrière cette prévention algorithmique, comme par exemple le fait d'avoir toujours des couvertures assurantielles solidaires, parce qu'on va vers des personnalisations où peut-être le risque s'individualise. Des questions aussi d'implantation des outils. Donc, on a eu une séance dédiée aux jumeaux numériques, également sur la biopsie liquide. Donc, à chaque fois, on a ce souci d'essayer de trouver les sujets en pointe. Je dirais, sans rentrer trop dans le détail, qu'on a le sentiment au 7e séminaire que d'abord, cette prévention algorithmique existe en 2024. Elle est beaucoup plus présente qu'on veut bien le dire dans différents champs, notamment en France, avec des équipes qui sont très actives sur le sujet. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il y a des défis qui sont à la fois d'implantation sur les outils, des défis, encore une fois, sur les modèles économiques. Mais on sent bien que c'est une prévention qui va être beaucoup plus personnalisée que la prévention habituelle en population générale, probablement, sans qu'on ait des preuves certaines, plus efficaces, et qui donc pose une question générale de sa place, au fond, dans le dispositif des gouvernements en France ou ailleurs par rapport aux préventions classiques de population générale. Cette 7e séance est donc dédiée à la santé mentale. Je vais passer la parole à Guillaume Couillard. Alors, je dois dire que c'est un sujet où je connais très peu de choses, donc je vais être comme tout le monde à vous écouter avec passion. J'ai une question quand même qui me trotte à l'esprit, je ne sais pas quand est-ce que je la poserai. Je viens de terminer un livre sur, au fond, la question de savoir si l'intelligence artificielle est capable de copier le raisonnement humain et jusqu'où. Je ne sais pas si vous allez aborder ce sujet. J'imagine que quelque part, vous devez être quand même très en lien avec ces questionnements. Et ce livre, finalement, sans rentrer trop dans le détail, évoque le fait que l'IA est capable de faire beaucoup de choses en raisonnement déductif ou en induction, mais qu'il ne serait peut-être pas capable d'avoir toute l'intelligence humaine générale, avec toute la plasticité et tout ce que nous avons dans les recoins de notre intimité. Bon, je vous poserai un moment peut-être cette question, je ne sais pas si elle sera pertinente, donc je verrai si je la pose. Mais je vais passer la parole à Guillaume. Alors Guillaume, c'est le directeur général du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. C'est un membre actif de ce groupe Polytechnique Santé. Il nous accueille ce soir et je t'en remercie parce que on est dans un cadre tout à fait remarquable. Et puis, je rajouterai, Guillaume, que c'est une personne avec qui c'est très agréable de collaborer. Donc, c'est une manière de te passer le micro pour pas être plus long. Merci Étienne. Bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux. Alors, il me revient la lourde charge d'introduire nos 3 intervenants de ce soir. Merci à tous les 3 d'avoir accepté d'être là. Alors, je crois que je vais essayer de le faire dans l'ordre de vos interventions. Donc, professeur Geoffroy, je crois que c'est vous qui allez commencer le propos. Vous êtes médecin, psychiatre, médecin à la fois au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Je ne vais pas citer vos nombreuses activités. Vous êtes notamment responsable d'un centre Chronos qui
s'intéresse au sommeil, à la médecine du sommeil. Vous êtes aussi chercheur à l'INSERM, à l'unité neuro d'Hydro Néophène, c'est ça? Et puis membre d'un certain nombre de sociétés savantes. Merci beaucoup d'avoir accepté d'introduire notre réflexion ce soir. Jean-Baptiste Masson, vous êtes physicien théoricien, investigateur principal du laboratoire sur la décision, je sais pas, la décision bayésienne, c'est ça? Les réseaux bayésiens. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure à l'Institut Pasteur. Et vous appartenez aussi à de nombreux autres organismes, l'INRIA, le CNRS, l'Université Paris-Cité et l'Institut Prairie, bien connu dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et puis, alors, dernier en date, j'ai envie de dire presque on ne vous présente plus, professeur Gaillard. Vous êtes aussi médecin, PUPH, psychiatre, ici au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. Faites de nombreuses activités en plus de ces charges, notamment vous êtes président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de Paris, également vous présidez la compagnie des experts médecins auprès de la Cour d'appel de Paris, et surtout récemment, le 25 avril dernier, vous avez été élu à l'Académie française. Et donc j'invite tout le monde d'ailleurs à lire notamment le dernier livre du professeur Gaillard, L'Homme augmenté, qui parle un peu des sujets dont on va parler ce soir. Je n'en dis pas plus pour ne pas gâcher le propos, et je laisse la parole à nos intervenants, en les remerciant une fois de plus d'avoir accepté d'être parmi nous, et peut-être qu'on peut les applaudir pour... Merci beaucoup pour cette introduction. Ah, très bien. Merci, oui, ça va aller. Merci beaucoup. Alors donc, une psychiatrie augmentée, c'est le titre, je regarde le timer, proposé finalement pour essayer de voir quelles ambitions on pourrait avoir pour notre santé mentale numérique et les différents dispositifs qu'on pourrait développer. Et puis ça permet de faire un clin d'œil également au livre de Raphaël Gaillard. Voici mes conflits d'intérêts et un certain nombre de choses que je vais illustrer dans mon propos par des travaux qu'on mène avec un certain nombre d'industriels avec lesquels je collabore. Alors, en introduction, on parle beaucoup de numérique comme si c'était de la science-fiction, mais le numérique est déjà là et on l'utilise tous en santé au quotidien. Je vais me prendre des exemples. Il y a un shift amusant qui a été opéré, c'est en 2008-2009, le nombre d'objets connectés a dépassé celui des êtres humains. Et vous voyez ici en rouge foncé l'augmentation exponentielle de ces objets connectés qui ont déplacé les humains. Remplaceront-ils les humains? Ça, c'est un autre sujet. En santé, on a, en tout cas en France et dans les pays développés, on a la chance que plus de 90% des gens utilisent Internet, comme vous le savez. L'extrême majorité ont un smartphone. La numérisation de la santé, on n'est pas dans la science-fiction, on est déjà à ça. Tous nos internes, tous nos médecins, dans tous les services hospitaliers, on va prescrire les traitements, on va noter nos remarques et observations sur des dossiers numériques. 85% de l'ensemble des médecins utilisent des dossiers numériques. Quand vous faites des prescriptions, vous avez des warnings par intelligence artificielle sur les interactions médicamenteuses possibles en fonction de la littérature scientifique qui s'actualise en temps réel. Et puis, évidemment, tout ça est lié, même si souvent en médecine, on veut se détacher de toute économie de la santé, eh bien, à une économie autour de ces objets numériques qui est absolument colossale, abyssale, 7 milliards de dollars en 2020. Donc, elle est déjà là, ces technologies numériques. La question est plus finalement de comment on veut intégrer ces solutions dans notre pratique et comment on pense qu'elles pourraient augmenter notre pratique et pas nous ralentir. Alors, il y a un certain nombre de freins et limites que je parlerai finalement pas dans cette présentation et qui sont très largement traités dans la réflexion de l'éthique de la santé, notamment sur des objets qui doivent impérativement répondre à un certain nombre de normes éthiques.
La sûreté sanitaire, les produits numériques qu'on utilise ne doivent pas évidemment abîmer, et c'est pas toujours le cas. Et puis évidemment la protection des données, qui est un énorme challenge. Vous avez vu l'université de Paris-Saclay qui s'est fait pirater récemment. Quelle validité? Là aussi, il y a un certain nombre d'enjeux. Je vais illustrer ça avec des exemples, hein. La validité de mesure, la validité médicale, la validité physiopathologique ou scientifique des outils qu'on utilise, l'acceptabilité par les patients, par les médecins. Là aussi, beaucoup de solutions sont développées un peu détachées de tout l'écosystème où ils seront appliqués. Et on évoquera comment orienter, guider finalement vers bonnes solutions. Alors, je vais reprendre un plan. Parce que, en 2021, il y avait, un collègue ami, le professeur Nicolas Franchi, qui m'avait invité à son dîner de philosophie pour, intervenir sur la psychiatrie, numérique. Il dit: «Ouais, il essaie de nous faire un truc original», et le problème, c'est qu'on parle souvent dans le numérique des enjeux et des risques, du numérique. J'avais l'impression que j'allais faire encore un topo très tarte à la crème, et du coup, j'ai souhaité plutôt développer, sous 3 axes qui seraient des ambitions de ce que moi, en tant que médecin, j'aimerais voir comme développement, comme augmentation de ma pratique à l'aide de ces outils numériques. Et ces plans que je vais suivre là: assister à améliorer les soins actuels, développer de nouveaux traitements et produire des connaissances, scientifiques et médicales. Et donc c'est une réflexion qu'on a portée avec Émilie Stern, qui est en thèse d'université sur ce sujet, et d'autres collègues. Et j'ai enrichi au fil des années. Alors tout d'abord, pour assister à améliorer les soins actuels, bien évidemment, ces solutions numériques, ce qu'on espère, c'est qu'elles vont pouvoir permettre un meilleur suivi de nos patients. Il y a beaucoup de pertes de lieu, hein, en psychiatrie, notamment en santé mentale. La stigmatisation, parfois même autostigmatisation, est très importante. On espère que ces solutions numériques vont nous permettre aussi d'avoir un accès à une population plus large. Et voici des exemples de réalité virtuelle très concrètes. Ici, vous avez un patient qui a une phobie de l'avion. C'est pas évident quand vous êtes psychothérapeute de traiter les phobies de l'avion. Soit vous voyagez beaucoup et vous traitez peu de patients, soit vous utilisez des solutions numériques qui vont faire des techniques d'exposition graduées pour diminuer l'anxiété de ces patients et traiter leur phobie de l'avion pour ceux qui sont très sujets à cela. Un autre exemple qu'on a développé ici, c'est la chambre des erreurs pour entraîner le patient sur ses habitudes de veille et de sommeil. Quand on souffre de troubles du sommeil, comme l'insomnie, vous allez faire une enquête un peu de police pour essayer de repérer les habitudes de vie du patient à son domicile. Vous faites ça sur un coin de table en essayant de vous projeter. Pouvoir entraîner comme ça, par réalité virtuelle, sur un environnement simulé, permet de travailler de manière très concrète avec nos patients l'hygiène liée au sommeil, qui est un des ingrédients les plus efficaces dans le sommeil. Alors, la téléconsultation, là, elle a évidemment explosé, mais en psychiatrie, évidemment, quand vous avez des symptômes anxieux, des premiers signes de burn-out, des premiers signes de dépression, allez à l'hôpital psychiatrique. J'ai mis un panneau qui existe vraiment. Pour nous, ça nous semble trivial, puisqu'on y va tous les matins, mais pour les patients, c'est un effort très important. Aller avoir une première consultation, un premier avis, un premier dépistage par une solution web, c'est quand même franchement beaucoup plus facile. L'accès est plus facile, le coût, évidemment, et ça je vais en parler, la satisfaction des patients, et pour certains, c'est évidemment moins stigmatisant. Alors, un des héritages du Covid, c'est et peut-être un des seuls bons héritages du Covid, c'est l'explosion de cette déploiement de cette téléconsultation. Mais il faut dire qu'en psychiatrie, on a eu très peu de choses sur le plan numérique qui nous sont arrivées en pratique clinique, malgré la flopée de recherche qui a été faite, parce qu'en pratique, le transfert est moins simple. C'est pas toujours validé, c'est pas toujours efficace quand c'est testé. Et même quand c'est testé, quand on applique les solutions dans la vraie vie, eh ben, ça marche pas ou c'est pas adopté. On va illustrer tout ça. Alors, quelques paramètres donc donc déjà comment valider son dispositif et vérifier son efficacité. Et on va voir que finalement, même ça, c'est pas trivial. Développer la solution autour de la vie quotidienne des gens. Aussi, il y a beaucoup de bonnes idées, mais qui se font en fait dans des écosystèmes qui ne sont pas propices. C'est pour ça, par exemple, qu'ici, on a essayé de développer un tiers-lieu, le tiers-lieu mining, où vous avez à la fois les industriels, les développeurs, qui ont une bonne idée, les investigateurs, les usagers, les médecins, les patients, les aidants aussi,
qui ont souvent beaucoup de bonnes idées parce qu'ils sont déjà essayé beaucoup de choses. Et puis, des gens qui ont des compétences dans le numérique, dans la diffusion, dans la distribution. Il y a la question de l'alliance thérapeutique digitale, j'en parlais, là aussi, c'est pas trivial. Pendant longtemps, ce qu'on faisait, c'est que globalement, on avait des échelles, des évaluations dans la vie réelle, et puis on essayait de les transposer en numérique, et ça marchait pas. Ce qu'on faisait dans la vie réelle, on voulait le mettre en numérique en se disant ça va être plus simple. Et le numérique, il faut tout repenser pour pouvoir l'adapter. Et la question de l'alliance thérapeutique digitale, qui tend à se définir, et là aussi, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'alliance thérapeutique en vie réelle. En médecine, on a des traitements où on a des antidépresseurs, des antipsychotiques, des hypnotiques, et on les teste chez nos patients. On fait ça un peu au doigt mouillé. On a très peu de facteurs prédictifs de réponse. Et puis, on espère que le patient va répondre à notre traitement. S'il ne répond pas, on en essaye un autre. En numérique, tous les patients ne peuvent pas tester un antidépresseur comme ça. On est obligé que la solution, elle s'adapte à chaque patient. Ce qu'on dit, c'est one size fits all ne marche pas en numérique. Et donc, il va falloir d'emblée penser à la personnalisation et s'appuyer sur des modèles robustes. Et puis, la mesure de la confiance et de l'acceptabilité de cette solution, alors là, c'est quasiment jamais fait. Il n'y a quasiment aucune étude sur ça. Et c'est tout à fait important. Alors, la question de la validité, je vais vous donner un petit exemple. C'est l'étude Monarca qui avait été réalisée par des collègues australiens dans le trouble bipolaire. Vous voyez, c'était il y a un peu moins de 10 ans. Et en fait, déjà, cette solution, elle nous paraît has-been. Il y a qu'une vitesse, en fait, les solutions numériques, elles doivent aussi se développer, se mettre à jour, etc. L'idée était bonne, c'était d'auto-surveiller les patients. Le trouble bipolaire, c'est une maladie où ils vont rechuter sur des dépressions, qui a un ralentissement et une diminution de l'humeur, et où, à l'inverse, une accélération psychomoteur et puis une élévation de l'humeur. Et ces patients, donc tout le pronostic de la maladie, c'est le nombre de rechutes, et d'essayer d'identifier assez tôt ces rechutes, ils vont avoir des conséquences terribles pour les patients. Et donc, ces patients devaient suivre leur rythme et ainsi permettre à son médecin de réagir plus vite. 61 patients, c'était publié dans le meilleur journal des troubles de l'humeur. L'autosurveillance Monarca, à l'époque, je ne vous raconte même pas les débats qu'on avait en congrès sur mais comment ça, on va surveiller, on va tout savoir, et Google, etc. Enfin, ouais. On a un peu dépassé ces débats-là, et bon, ça dépend. On suivait les patients pendant 6 mois. Il y avait des données actives. Donc, le patient notait sur des échelles de dépression qu'on connaît assez bien ses symptômes, des échelles de manie aussi ses symptômes, donc d'accélération de l'humeur. Et ce qu'ont montré les auteurs, c'est que plus le patient est déprimé, moins il va appeler, moins il y aura aussi d'appels qui sortent. Plus il est excité et maniaque, et plus le nombre et la durée des appels va être important. Pareil pour le nombre de SMS que le sujet envoie quand il est maniaque, ça marche très bien. Ça marche tellement bien que vous pouvez distinguer donc les différents types, le type dépressif, maniaque, et puis vous pouvez même coter, identifier si le patient, juste par le nombre d'appels ou de SMS qu'il a envoyé, il est en état maniaque, léger, modéré ou sévère. C'est assez classique, c'est assez intuitif, ça marche et super bien avec vraiment des corrélations qui sont excellentes. Donc les auteurs concluent, les applications smartphones sont valides et peuvent être utiles sur le plan du suivi en temps réel de l'activité du trouble bipolaire. Est-ce qu'on doit s'arrêter là? Bon, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Deuxième étude, là aussi publiée dans un très bon journal de psychiatrie, essai randomisé et de groupe, le Monarca et l'utilisation du smartphone comme d'habitude. Analyse en intention traitée, c'est-à-dire on regarde tous les patients, même ceux qui ont arrêté la solution. Il n'y a pas d'effet significatif de surveillance. Et même, ce qu'observent les auteurs, c'est que le fait de coter tous les jours ces symptômes dépressifs, eh bien, les patients vont moins bien. Donc, validité de mesure, mais on est en défaveur d'intégration dans la pratique clinique. On a un traitement qui est plutôt délétère et qui n'est pas efficace sur le plan thérapeutique. Alors, il y a plein de choses. Et souvent, c'est des choses qui partent de questions cliniques qui sont assez simples. Effectivement, cette notion d'accélération-diminution, en fait, notamment dans la dépression, ce que je vous disais, c'est on traite un peu tous les patients un peu pareil. Or, on a des antidépresseurs qui sont très stimulants, on a des antidépresseurs qui sont sédatifs, qu'il va falloir plutôt donner le soir. Et on a des dépressions qui sont accélérées ou des dépressions qui sont agitées. Des dépressions qui sont accélérées ou des dépressions qui sont retardées, ralenties. L'enjeu thérapeutique, finalement, est majeur, sauf qu'en clinique, c'est pas évident de diagnostiquer ces patients-là. C'est une sémiologie qui est assez fine. Et bon, là, c'était une étude qu'on avait fait avec d'autres collègues, dont Julia Marouani.
Et ce qu'on a observé, vous voyez, là, en fait, on voit très bien, ça c'est tracé avec graphique. Quand on le fait sur 12, on peut tracer sur racine. Ici, vous avez les nuits supposées, et là, vous avez la seconde journée qui commence. Là, c'était un des patients que je suivais pour un bilan de plainte de sommeil en rémission. Et au cours de l'enregistrement d'actigraphie, paf, il rechute. Et vous voyez à l'œil nu son activité changer, avec la variabilité des rythmes qu'on mesure là ici, qui est beaucoup plus variable, et des rythmes de sommeil aussi, la est beaucoup plus chaotique. Et donc, on arrive sur des mesures objectives passives comme ça, sans interroger le patient, soit lui demander des choses actives, et bien, par exemple, distinguer deux types de dépression, ce qui va nous aider, moi, en tant que médecin, à plus ou moins. Voilà. C'est un argument en plus de ma clinique habituelle, de mon examen clinique habituel. Alors, développer de nouveaux traitements, vous savez qu'il y a un seuil un peu, les apps de bien-être, qui sont des apps beaucoup plus faciles à développer parce qu'elles nécessitent des critères de qualité moins élevés que les apps de santé, qui sont moins nombreuses. Et quand on est sur ces apps de santé, avec marquage CE, on a seulement 15% de ces apps de santé qui suivent une approche basée sur la science, avec au moins une étude présentant des preuves de validité ou d'efficacité. Vous voyez, déjà, il y a un énorme gap. Et quand on est sur ces solutions, eh ben, il y a un problème d'observance qui existe, sur lesquels on travaille, qui est que seulement 30% des gens vont jusqu'au bout des programmes. Alors, comment bien développer? Là, c'est une proposition de résumé qu'on avait fait dans la revue. D'abord, la base, c'est est-ce qu'on est avec les bons acteurs? Est-ce qu'on a l'ensemble des acteurs réunis pour permettre le bon développement de cette solution? Deuxième, la protection des données. Troisième, l'efficacité. Il y a plusieurs niveaux d'efficacité, comme on l'a vu. L'adhésion, qui est l'engagement du patient sur le plan numérique. Il y a tout un travail à faire et ça peut mesurer. Et puis, comment s'intègrent aussi ces données à l'environnement général? On va illustrer un peu ça. Alors, il y a d'autres idées et d'autres pistes proposées, comme par exemple celle d'un service additionnel, une app prescrite. Le médecin a son activité. Il y a beaucoup de développements qui sont faits et qui sont proposés. On va remplacer les médecins. Personne être remplacé. Ça ne fonctionne pas. En sommeil, quand on dit voilà, on va remplacer la polysomnographie et les centres de polysomnographie, et la communauté sommeil n'est pas hyper ravie de voir arriver cette solution. C'est pas une super arrivée dans le monde de la dans le monde du sommeil. Par contre, être un service additionnel qui va être prescrit par le médecin, qui va augmenter sa pratique, mais je vais illustrer, là, l'exemple là, voilà, toujours je prends l'exemple de la thérapie avec réalité virtuelle augmentée. Je suis psychothérapeute, j'ai un patient qui a une phobie des cafards, je vais travailler avec lui sur l'exposition aux insectes, en projetant autour de sa main des insectes par réalité virtuelle. J'augmente ma pratique, c'est plus facile, c'est chouette, et je suis plus efficace. Il y a des aspects de serious game, donc là je ne rentrerai pas aujourd'hui sur ces aspects-là, mais des aspects ludiques de jeu qui vont permettre d'améliorer l'engagement patient dans la solution et de maintien dans la solution. Et ça, en neuromarketing et dans le jeu, malheureusement, il y a beaucoup de jeux qui sont addicts. Et dans le service, Bénédicte Marbotin qui est là, on est obligé de faire des groupes, nous, sur les addictions comportementales, sur les addictions au jeu, parce que, évidemment, donc faut aussi une certaine éthique dans le soin, qui est récompensée aléatoire, par exemple, dans un jeu, est énormément addictogène. Donc, on va essayer d'éviter ce genre de choses, bon. Hein. Et redéfinir cette intégration numérique. D'emblée, il y a beaucoup de gens qui arrivent avec des bonnes idées, mais qui ne savent pas à quel niveau ou à quel niveau du soin ils vont s'adresser. Est-ce que ça va être pour des soins primaires, pour du dépistage, pour du screening, par quel professionnel? Est-ce que ça va s'adresser à des soins spécialisés? Et je donne un exemple, et on en parlait juste avant, par exemple l'exemple de Renaud Jardry à Lille. Lui, un psychiatre hyper spécialisé dans l'hallucination. On voit tous les cas d'hallucination un peu compliqués chez l'enfant. Identifier, diagnostiquer de l'hallucination chez l'enfant, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que les enfants peuvent avoir ce qu'on appelle des compagnons imaginaires. Ça peut être des choses très structurées. Et la différence entre l'hallucination et le compagnon imaginaire, c'est que le compagnon imaginaire, on peut le faire partir comme on veut. Il est là pour nous rassurer dans les moments un peu insécures. Donc l'hallucination, elle s'impose à nous et elle nous envahit. Mais comment explorer les sens et l'intensité de ces hallucinations chez l'enfant? Eh bien, Renaud a développé une appli comme ça, qui l'aide dans sa clinique à préciser l'hallucination et puis à suivre, en fonction des traitements qu'il va mettre, l'efficacité
sur les hallucinations. Vous voyez, sur sa pratique, il développe une solution numérique qui augmente sa pratique. Et là, c'est sur du soin spécialisé vraiment de 3e niveau. Pareil, donc, on a la chance en psychiatrie, en santé mentale, d'avoir des modèles théoriques très robustes. Et si vous développez, par exemple, en addictologie des solutions, il faut développer sur des modèles, là aussi qui existent. Et un des modèles, c'est le modèle de préparation au changement de Prochaska, que certains d'entre vous connaissent. Je veux arrêter de fumer. Si ma solution est one size fits for all, si tout le monde pareil, on commence par ah oui, on va faire la balance, plus négatif pour arrêter de fumer, machin, ça coûte cher, je peux faire du sport, je peux machin, etc. Et qu'en fait, vous êtes déjà sur la rechute, et vous voulez des choses concrètes, ça va pas vous parler. Donc, en fait, utiliser des modèles de est-ce que mon patient il est au stade de contemplation, justement, est-ce que j'arrête de fumer, est-ce que j'arrête pas de fumer? Donc là, on va faire beaucoup de choses d'entretien motivationnel pour essayer de préciser avec lui ce qu'il veut et ce qu'il est prêt à faire ou pas pour arrêter de fumer. S'il est déjà à un stade d'action, eh ben, on va lui proposer des choses très concrètes pour arrêter de fumer et on va organiser ce sevrage avec lui. Et s'il est sur un stage de rechute, il va falloir plutôt interroger sur ce qu'il a déjà fait, sur ce qui a déjà marché, pour pas qu'au bout de 5 minutes, il arrête la clé parce que la clé, pour lui, elle ne répond pas à ses besoins. OK? C'est un exemple. Il y a d'autres exemples. Souvent, je prends celui-là. La dépression, c'est un truc très hétérogène, un tableau clinique, et il y a un nombre infini de présentations cliniques. Et si moi, je suis plutôt spécialisé en sommeil, mais si on varie juste sur le sommeil, on peut là aussi avoir un nombre de présentations infini. On peut avoir un patient qui est triste, qui rumine, qui a des insomnies d'endormissement, ou à l'inverse, qui a une tachypsychie, donc qui a des pensées accélérées, un sommeil fragmenté, des cauchemars, des idées suicidaires. Un patient qui a une perte de poids, une anédonie, une apathie, qui somnole, donc il y a des excès de sommeil incontrôlés. Une dépression atypique, plutôt avec gain de poids, hyperphagie, déficit de la concentration, fatigue sans somnolence, retard de phase de sommeil, donc l'horloge qui est décalée. La dépression du postpartum, avec des réveils matinaux précoces et sentiment de culpabilité et d'inutilité, ou la dépression saisonnière, très liée à la photopériode et à la diminution des jours. Vous voyez, on est sur des tableaux qui sont très très différents. Et avec les antidépresseurs, eh ben, hop, on met tout ce petit monde et on espère qu'ils vont répondre aux nouvelles antidépresseurs qu'on a testées. Donc probablement aussi que la variabilité et l'hétérogénéité de ces tableaux cliniques explique parfois le manque de spécificité et d'efficacité de certains traitements. Et donc, ce qu'on peut faire, par exemple, si on s'intéresse au sommeil, c'est essayer d'aller préciser les dimensions du sommeil, la physiologie du sommeil, la physiologie de l'éveil, somnolence, fatigue et vigilance, et les rythmes, notamment journaliers, circadiens ou saisonniers. Exemple, là, on a diagnostiqué une insomnie chez notre patient qui souffre de dépression. On va pouvoir proposer, là, c'est une solution qui est approuvée au NICE, donc en Angleterre, et qui vient d'avoir l'accord à la FDA aux États-Unis. On a un certain nombre d'ingrédients dont je vous ai parlé. On a un bilan personnalisé au début pour savoir où en est le sujet et pas se planter, pour qu'il accroche direct à la solution. On a un petit personnage sympathique qui va interagir avec vous. Là aussi, pour l'alliance, on va y revenir, c'est tout à fait central. On a de la TCC numérique. TCC de l'insomnie, c'est un niveau de preuve très élevé. C'est hyper robuste, il y a plein d'essais, on sait exactement comment ça marche, on sait quelles sont les différentes briques à faire, etc. Donc on a un truc robuste, scientifiquement validé. Et puis, on a pensé à l'intégration avec les autres données sur le smartphone, etc. Moi, je ne fais pas partie de ces clients, malheureusement. Mais on développe d'autres trucs en France. Et il y a 3 types de solutions. Il y a celles qui sont vraiment utilisées un peu comme finalement on l'évoquait jusque-là, c'est-à-dire le clinicien est complètement impliqué dans la solution et ça vient en plus, ça vient enrichir votre TCC de l'insomnie en vie réelle. Il y a des thérapies TCC guidées, c'est-à-dire que c'est plutôt en ligne, mais sur certains points de blocage, vous pouvez avoir un thérapeute qui intervient, ou des thérapies qui sont complètement automatiques avec pas de clinicien. Globalement, ça marche aussi bien que la TCC en VRL, ça a été intégré aux recommandations européennes comme traitement de première ligne en VRL ou numérique avec le même niveau de preuve. Et ce qu'on en aperçoit, c'est que quand on traite ces dimensions, qui sont souvent des dimensions de résistance chez nos patients, eh bien, quand ils dorment mieux, on améliore aussi les symptômes de dépression et on améliore aussi les idées suicidaires. Il faut avoir une approche très personnalisée, très précise, nous permet aussi d'avoir une action un peu plus large. Alors, là, je reste sur ces exemples de TCC de l'insomnie qui est un de mes domaines de recherche. Il y a plus de 100 essais randomisés contrôlés. Vous voyez, c'est énorme.
Il n'y a qu'une dizaine d'interventions qui sont développées dans des milieux académiques. Et il y a des centaines de solutions qui sont dans le commerce. Donc, vous voyez le gap entre le niveau de preuve et ce qui existe. Les facteurs centrés sur le patient, et ce qui fait que les patients arrêtent la solution, il y a quasiment aucune donnée. Zéro. Les facteurs économiques, la qualité de vie, l'amélioration du système de soins, la productivité, l'absentéisme, le présentéisme, etc. Aucune donnée. Et ok, ça c'est des études, mais dans la vie réelle, est-ce que ça marche? Aucune donnée. À vrai dire, on sait, il y a 4 solutions actuellement en Allemagne. Que le DIGA est hyper agressif pour être la porte d'entrée en Europe pour les solutions numériques. On a, dans l'insomnie, 50% de la population française se perd de mal dormir. 30% a un retentissement diurne et 10% a une insomnie sévère qui doit être traitée. 10%, oui, en France, 60 millions, on devrait avoir, je ne sais pas bon en maths, mais 6 millions de gens qui devraient du coup avoir... Ils n'y arrivent pas du tout. C'est très poussif, ça a du mal à partir, etc. Donc, ça marche bien quand on fait le RCT, et après, dans la vraie vie, voilà. Mais parce qu'il faut étudier, quoi. Comment on fait pour faire ce passage dans la vie réelle. Alors, il y a des critères, hein, c'est Colin Espy et Henri qui ont proposé, c'est pas Quentin Henri, c'est notre Henri, qui ont proposé d'autres critères en work. Est-ce que ça fonctionne? Donc, c'est la base, hein. On développe les solutions numériques comme on développe un médicament, avec les mêmes critères d'essai randomisé contrôlé. Est-ce que l'effet clinique est significatif? Là aussi, des fois, quand on a une population de 10 000, 20 000 sujets, qui arrivent souvent des fois en numérique, eh ben, c'est le petit P est significatif, mais ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la taille d'effet. Est-ce que cliniquement, c'est significatif? Est-ce que c'est accessible? Quelle est la qualité technique du produit? Et est-ce que trusted, est-ce que cette solution remplit des critères d'acceptabilité chez le patient? Il y a aussi un autre système, et je l'ai un peu introduit sur, c'est très très à la mode en santé mentale, mais je sais en oncologie et d'autres choses, on parle beaucoup, d'ailleurs je crois que ça vient de l'oncologie, on pique beaucoup de choses à l'oncologie, c'est le step care model, c'est-à-dire qu'on avance pas à pas. En économie de la santé, c'est juste impossible d'imaginer que tout le monde va aller à l'hôpital. Quand la dernière fois, j'avais une copine qui me disait: «Mais tu te rends compte, Pierre?» et cetera. C'était pas une copine, c'était à l'ouverture de Manlink. Et qui nous disait, elle avait raison, on en parlait tous les deux ensemble, elle nous disait: «Moi, mon fils, il commençait déjà à mal dormir, il commençait déjà à être anxieux. J'ai essayé d'avoir une consultation en pédopsychiatrie, mais j'ai pas réussi, j'ai attendu 6 ans, 7 ans, et puis il a avancé vers une schizophrénie, et après il y a eu toute l'évolution de la schizophrénie.» Mais la pédopsychiatrie ne pourra jamais recevoir tous les enfants qui ont des troubles du sommeil, qui ont des troubles anxieux. C'est pas leur métier, ils pourront pas. Ou même que quelqu'un qui commence à avoir un peu des symptômes de burn-out ou autre, il ne sera pas reçu à Sainte-Anne. Enfin bon, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Il faut évidemment, ces solutions numériques, par exemple, elles vont être là, elles seront moins chères et elles vont être là pour s'adapter au niveau d'intensité de soins qu'on va mettre, et s'adapter aussi au niveau d'intervention qu'on va pouvoir proposer chez un patient. Et donc, c'est là où finalement, elles auront aussi une place très intéressante dans tout ce qui est prévention, notamment à l'école, à l'hôpital ou dans les espaces de travail. Et après, on va avoir des solutions numériques là, qui vont pouvoir intervenir chez les patients avec des symptômes légers ou qui ont des symptômes prémorbides pour empêcher l'évolution vers un tableau complet. Il y a des prises en charge de groupe qui sont plus économiques, et puis enfin, il y a des prises en charge individuelles qui sont les plus coûteuses, surtout si elles sont à l'hôpital. Alors, exemple d'autres solutions numériques, avec laquelle, là, par contre, j'ai eu un lien d'intérêt, c'est par exemple, il y a un gros problème chez nos patients avec troubles psychiatriques, c'est que beaucoup d'eux présentent des apnées du sommeil. Les apnées du sommeil, d'abord, ça diminue leur espérance de vie. Ils sont 10 à 20 ans d'espérance de vie en moins. Régulièrement, quand je fais la visite, je vois des patients faire des apnées 2 ou moins. C'est 25 à 50% de nos patients. Donc, c'est monstrueux. Il y a un traitement efficace qui existe, qui est hyper glamour, qui est la PPC, mais qui marche très très bien. Et encore une fois qu'on l'a essayé, on peut plus s'en passer, et qui transforme l'espérance de vie. Et un certain nombre de nos patients ne répondent pas à nos psychotropes parce qu'ils ont des apnées.
c'est illusoire de penser que tous nos patients du GHU Paris-Psychiatrie Neurosciences, nous on a 90 juste pour notre secteur du 18e, que nos 80 patients, ils vont aller à la polysomnographie. En plus, nos patients ici, dans les études, il faut 2 nuits d'enregistrement. Ils ont des psychotropes, il faut des équipes qui sont entraînées à lire en plus avec des psychotropes parce que ça modifie l'architecture du sommeil. Que nos patients psy, ils ont les difficultés qu'ils ont. Des fois, ils ne sont pas toujours bien. J'ai un patient autiste, c'est très compliqué l'enregistrement de polysomnographie. C'est illusoire de penser que nos patients, ils vont tous être enregistrés. Et, voilà. Par contre, si on imagine une solution numérique comme ici, Apnéal, par exemple, où c'est on utilise la technologie du smartphone, tout le monde a un smartphone maintenant, qui permet d'enregistrer l'index d'apnée hypopnée au cours de la nuit. S'il est validé scientifiquement et qu'il permet d'éliminer les cas qui n'ont pas d'apnée, ça permet déjà de faire une porte d'entrée dans le soin de porte de sommeil. Et donc, ceux qui sont validés, les orienter dans les centres de sommeil pour qu'ils soient appareillés, confirmés, suivis, etc. Vous voyez, là, déjà, c'est un exemple où on va optimiser finalement des filières de soins. Ça, je crois qu'il ça, ouais. Alors, l'enjeu de l'adhésion, on en a parlé, 30% des usagers suivent complètement. Ce qu'on montre, c'est que finalement, les programmes sont efficaces avec et sans support, humain ou automatique donc, mais quand même, globalement, ça marche mieux quand c'est individualisé et qu'ils ont une impression de support, quel que soit le type de support, même si c'est de l'intelligence artificielle, même si c'est un avatar, etc. Il va falloir qu'il y ait une forme de support. L'alliance thérapeutique classique, c'est ce que permet l'alliance thérapeutique dans une relation soigné-soignant, c'est d'induire un changement et d'observer un résultat. En thérapie digitale, c'est des choses qui vont arriver indirectement, en fait. Et ce changement et le résultat, il va passer d'abord par l'engagement du patient et par l'efficacité de la solution. On n'a pas tout à fait les mêmes circuits d'alliance thérapeutique. Et cette alliance, elle doit être repensée numérique, comme je vous le disais tout à l'heure. Et là, c'est un exemple de travail pour sa thèse qu'on a fait avec Émile Stern, qu'on a publié dans le Céphale, qui était sur une solution avec 40 patients qui suivaient une solution numérique. Vous voyez, sans rentrer dans le détail, mais que l'alliance thérapeutique digitale répond finalement à des notions qu'on ne retrouve pas dans les autres types d'alliances thérapeutiques réelles. C'est la confiance dans le programme, dans le support, dans son contenu, la perception de l'interaction avec un certain nombre de variables, et puis l'impression d'être considéré, écouté, reconnu, supporté par cette solution. Et il y a la perception d'une efficacité personnelle aussi est importante. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour aller redéfinir cette alliance thérapeutique digitale et du coup pour améliorer et mieux développer nos solutions thérapeutiques. Le troisième axe, et j'arrive à la dernière partie de ma présentation, on peut toujours annoncer qu'on arrive à la dernière partie de ça. Pour ceux qui se sont endormis, ça vous permet de vous réveiller, de vous dire bon, quand même, je suis nul, il faut que je puisse retenir 2-3 trucs. Alors, les nouvelles variables sémiologiques, vous l'avez vu sur les quelques exemples qu'on a donnés, c'est certain que dans les 10 années à venir, il va y avoir des cours de sémiologie numérique dans les facultés de médecine. C'est une nouvelle sémiologie qui apparaît et qui va enrichir la sémiologie classique, traditionnelle de signes et symptômes, regroupés en syndrome, qu'on apprend dans les facultés. Il y a des nouvelles méthodes de collecte de données que Jean-Baptiste va également évoquer, qui nous permet en plus de traiter ces données immenses qu'on regroupe dans des entrepôts de données de santé, grâce à l'IA, grâce au machine learning. Les données qu'on a, qui permettent ce phénotypage numérique, c'est des données passives, hein, comme on l'a vu, et en fait, il y a un nombre de données passives qu'on utilise qui sont très, 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 très informatives. L'utilisation de votre clavier, la voix que vous utilisez. On travaille avec un certain nombre de startups. Juste à la voix, on arrive à identifier si la personne a un Parkinson, pas de Parkinson, est déprimée, pas déprimée. Alors, on va essayer de travailler sur la prédiction de la rechute. Juste dans la voix est porteuse d'un nombre d'informations sur le comportement humain absolument on se met à réussir à prédire les traitements. Et puis l'activité, ce que vous faites de votre smartphone, les données GPS de votre smartphone, tout ça déjà donne un certain nombre de données passives qui peuvent être utilisées si le patient le souhaite. Et des données actives, évidemment les questionnaires. Et puis on va pouvoir en psychiatrie investiguer des champs plus spécifiques comme les comportements, donc le langage, l'humeur, les fonctions cognitives, les activités sociales, avec l'objectif de prédire le risque chez ces patients, de détecter des symptômes spécifiques, faire des diagnostics et de prévenir les refus.
Alors là, un exemple, vous voyez, juste, donc là, toujours l'actigraphie, la petite montre que je vous avais montrée. Sur cette étude, l'actigraphie permettait de distinguer 90% du temps, de bien classer des patients qui étaient considérés comme bipolaires en rémission et des patients qui étaient considérés comme des sujets sains sans troubles psychiatriques, juste sur des paramètres de sommeil. Une autre étude par une équipe australienne, Littlewood, qui là essayait de s'intéresser aux symptômes de sommeil et en fonction de la qualité de la nuit, en fonction de l'altération du sommeil, eh bien, elle observait que la réduction du temps total de sommeil et la mauvaise qualité de nuit rapportée subjectivement, tous les deux permettaient de prédire les idées suicidaires le lendemain chez les patients avec des dépressifs. Vous voyez, c'est des petites briques. C'est comme j'avais ma directrice de thèse qui disait c'est chaque grain de riz qui fait que le sac de grain de riz tient debout. C'est des petites briques à chaque fois, on avance et puis on espère que au bout d'un moment, elles vont permettre d'intégrer l'ensemble de ces données. Autre étude par Thomas Andrion et d'autres collaborateurs, très intéressant parce que souvent, et j'anticipe peut-être certaines questions dont on pourra rediscuter par la suite, on nous reproche c'est le self-quantify, l'automesure, à tout quantifier finalement, vous allez induire des symptômes. On parle d'orthosomnie. Être concentré sur ces chiffres, j'ai un score de 85 de sommeil, etc., vous allez induire des symptômes d'insomnie. Bon, très bien, testons ça. Et donc là, c'est une intervention où vous avez à la fois le casque Dream, une montre Fitbit et un agenda de sommeil. Et les patients ont des retours hebdomadaires sur leur sommeil, comment ils ont dormi avec tout un tas de paramètres, et ont des conseils personnalisés sur leur sommeil. Ou sinon, on a un mode de contrôle qui a une éducation et une hygiène du sommeil tout à fait traditionnelle. Ce qu'observent les auteurs, c'est que la solution avec le feedback objectif, eh ben, les patients ici en jaune s'améliorent plus que ceux qui n'ont pas de feedback objectif. C'est faux. C'est-à-dire qu'ils ne s'aggravent pas. Au contraire, ils veulent des données objectives et ça fonctionne. Et pour les perturbations, c'est sleep disturbance, c'est ça que je recherchais, c'est pareil, c'est significatif. Pour tous les autres, ils ne sont pas plus déprimés, ils ne sont pas plus anxieux et ils ne sont pas plus somnolents. Par contre, c'est un résultat assez amusant, on pouvait s'attendre à ça. Par contre, ils ne s'améliorent pas sur leur perception du sommeil. Souvent, dans l'insomnie, les gens ont une mauvaise perception de leur sommeil. Ils ont beau avoir pendant 5 semaines des feedbacks toutes les semaines de vous avez dormi tant, vous êtes couché à temps, et ben, ils sont toujours aussi mauvais pour estimer leur sommeil. Mais ils vont plus. Alors l'idée, et c'est probablement là pour essayer d'approcher des comportements, des comportements aussi complexes que ceux qu'on a dans les pathologies psychiatriques, parce que c'est vrai qu'on a des phénotypes cliniques qui sont très complexes, très individuels. Il va falloir qu'on intègre, vous avez beaucoup de données de données de phénotypage numérique, mais aussi qu'on intègre à ce phénotypage digital de la génétique, des aspects plus biologiques, plus cellulaires, la physiologie, des aspects comportementaux et d'observation qualitative. Et je voudrais vous montrer un exemple, et je finis avec ça, où on a essayé de proposer justement une approche multimodale, intégrant, et là c'était impossible de ne pas faire ça avec des collaborateurs de Mindgroup que je salue, avec des ingénieurs qui savent développer des modèles d'intelligence artificielle, ce que je suis évidemment complètement incapable de faire. L'idée, c'était de suivre des patients pendant 6 mois et d'entraîner un modèle d'algorithme sur les 3 premiers mois, donc des patients déprimés, pour les aider à faire reconnaître et à faire matcher des marqueurs physiologiques. Il y avait une centaine de marqueurs physiologiques de sommeil, d'activité cardiaque, d'activité respiratoire, d'activité de mouvement. Et pour chaque patient, on s'est cassé les dents pendant 2-3 ans. On essayait de trouver la signature de la dépression, on n'y arrivait pas. Mais on s'est dit, bon, bah, on va essayer, la dépression, c'est tellement hétérogène, on va essayer de trouver une signature pour chaque patient. Et on a, pour chaque patient, identifié la signature de la dépression et on lui a demandé de prédire les 3 mois qui suivent. Et on a réussi, grâce à plusieurs filtres, à prédire correctement dans 90% du temps les 3 mois qui suivaient en termes de symptômes dépressifs. C'est un proof of concept, première étude, il faut la valider, il faut après qu'elle soit
traduites en pratique clinique. Enfin, il y a encore plein d'étapes à valider. Mais c'est ça pour dire, c'est la première fois qu'on est capable, dans la dépression, de prédire un état clinique, un état de dépression, et d'avoir une biosignature individuelle. Donc c'est possible, et bravo, c'est des approches multimodales, elles vont y arriver. Et ce qu'on espère un jour, c'est ça, hein, c'est très peu de gens, en fait, quand on s'intéresse au prodrome des pathologies psychiatriques, on s'intéresse à des choses dans l'enfance, à des traumas, à des choses comme ça. Or, tout pronostic du trouble bipolaire, c'est ce moment de bascule. Les patients sentent, ils vont tomber en dépression, ils vont tomber en manie. Je dors un peu moins bien, je suis un peu plus irritable, plus triste, j'arrive pas à ouvrir mes fichiers sur mon ordinateur, j'arrive pas à me concentrer, je sens que ça va bien, je sens qu'à nouveau je tombe en dépression. Et ce moment de bascule, si vous comprenez le moment de bascule dans le trouble bipolaire, vous comprenez tout. On l'a baptisé le syndrome de Chronos pour pouvoir l'étudier. Chronos, pourquoi? Parce que c'est le dieu grec, vous savez, dans la mythologie, qui personnifie le temps et qui est capable de prédire le futur. Donc, c'est un syndrome prédictif de conversion imminente vers un état dépressif ou un état maniaque. Mais on n'y connaît rien de ce syndrome de Chronos sur le plan physiologique. Donc, il va falloir qu'on développe, et c'est ce qu'on essaie de faire, des approches multimodales pour essayer de comprendre ce moment de bascule et pouvoir proposer par la suite des interventions personnalisées. Donc, vous voyez, en conclusion, probablement au moins 3 ambitions qu'on pourrait avoir pour ces solutions numériques, c'est d'assister, d'améliorer nos prises en charge actuelles et les traitements qu'on propose, de développer de nouveaux traitements numériques et aussi d'apporter de nouvelles connaissances en médecine avec toute une nouvelle technologie qui apparaît. Et point important, innover, développer tout en restant proche de la pratique clinique, des soignants, des utilisateurs, et en s'appuyant sur des modèles théoriques solides. J'insiste vraiment sur ce dernier point. Concevoir de nouveaux paradigmes numériques distincts des approches traditionnelles. On ne développe pas comme on développe en vie réelle. Intégrer des approches multimodales. Et donc, vraiment, les nouvelles méthodes mathématiques permettent maintenant ces approches multimodales et elles sont tout à fait intéressantes. Et il y a vraiment encore beaucoup d'inconnus, comme on l'a vu, mais vraiment la promesse d'une vraie psychiatrie de précision, une psychiatrie individuelle. On l'espère, voilà. Je vous remercie pour votre attention et je remercie toute l'équipe du GHU et de la tête. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement riche. Est-ce qu'on prend peut-être une ou deux questions avant de passer la parole à Jean-Baptiste Masson? Il y a une question là-bas. J'y vais. Donc, Merci pour cette présentation. Du coup, vous l'avez évoqué, et j'aurais bien aimé approfondir sur l'adhésion des pairs. Vous l'avez évoqué sur la formation, notamment de former sur la sémiologie numérique. Mais est-ce que finalement, les deux qui sont en une, désolé, est-ce que ça ne transforme pas du coup votre activité professionnelle de clinicien? Oui, en quoi? Et comment du coup on accompagne les pairs, surtout sur le niveau d'adhésion qui j'ai pu percevoir, vous m'arrêtez si je me trompe, qui était plutôt faible? Alors, c'est une très bonne remarque. Et il y a une étude d'ailleurs qui montre chez des étudiants. Alors, les étudiants, on peut penser justement qu'ils sont très enclins à aimer le numérique, à vouloir des solutions numériques. Quand on leur demande s'ils veulent être traités par une solution numérique ou par une personne en vie réelle, 9% disent par une solution numérique. Donc, enfin voilà, je crois que je réponds à votre question en disant que l'adhésion, elle est un enjeu majeur et il va falloir approuver et montrer la preuve. Voilà. Moi, ce que je crois, c'est qu'un jour, quand vous arrivez aux urgences, vous n'avez pas envie d'être soigné par l'urgentiste, vous aurez envie que la machine GR351 soit présente et puisse vous faire un check-up complet. Et si elle est en panne, vous allez au service d'urgence à côté. Ce que je pense, c'est qu'elle va pouvoir probablement... Actuellement, moi, le numérique, il fait partie de mes prescriptions, de mes dossiers patients, etc. Mais il n'est pas encore intégré dans ma pratique, sauf quand je fais de l'actimétrie ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est des marqueurs objectifs, d'activité de sommeil, etc. J'ai pas encore vraiment de solution numérique écologique chez le patient qui me permet de me donner des données en temps réel, etc., etc. Donc, j'espère un jour qu'on va avoir des solutions numériques comme ça qui vont pouvoir être développées. En greffe, il y a des choses comme ça qui apparaissent avec des boîtes à outils numériques, par exemple, qui vont vous prédire un score HLA compatible. Et donc, vous avez toute votre clinique. Et en plus, donc, le donneur, il est mort comme ça, le temps d'ischémie du greffon. Enfin bref, il y a tout un tas de choses où c'est vos paramètres cliniques, vous savez globalement si ce patient-là peut recevoir ou pas ce greffon. Et puis, il développe des choses numériques à côté
qui va aider sur la prise de décision de greffer ou pas, de donner tel ou tel traitement, etc. Moi, je rêve un jour que dans ma pratique de psychiatrie, j'ai ma cour psychiatrique traditionnelle et qu'en plus, je vais avoir des arguments comme ça, numériques, prédictifs, des algorithmes qui vont m'aider à prendre ma décision. Et ça, l'adhésion, on l'aura de facto si on a une solution qui est efficace, qui est intégrée à mon parcours de soins. Vous avez parlé du syndrome de bascule dans les cas de troubles bipolaires, qui pourrait être dépisté par l'outil numérique, mais du point de vue du patient, qu'est-ce que ça représente comme effort pour justement recueillir tous ces critères? Est-ce que pour lui, il est obligé de remplir un questionnaire tous les jours? Combien de temps ça lui prend? Est-ce qu'il y a une certaine disproportion entre le résultat qu'on est censé obtenir et en même temps le temps qu'on va demander au patient pour se... Aux patients, des fois aux praticiens, il y a beaucoup de travaux là maintenant, j'en ai pas du tout parlé, mais qui travaillent aussi sur la charge mentale, que toutes ces solutions numériques nous apportent et nous alourdissent. On le voit bien avec les mails, on croule sous les mails, c'est insupportable. Enfin, le numérique peut aussi être une augmentation de la charge. Sur le syndrome de Chronos et l'entraînement des patients sur le syndrome de Chronos, ce qui est, et on a développé des groupes de psychoéducation autour de ça, les patients sont très demandeurs, il y a une certaine impuissance sur ces moments de bascule, ils les subissent, et il y a un souhait de contrôle de la maladie, de mieux comprendre ce qui se passe dans ces moments de bascule, et de mieux se connaître pour pouvoir agir plus vite, pour pouvoir traiter plus vite. Donc en fait, ils sont très demandeurs de comprendre ce moment de bascule, et donc pour l'instant, on n'a pas encore intégré de numérique dans tout ça, même si eux sont très demandeurs, ils ont des graphes de l'humeur, ils ont des choses comme ça, etc. Mais déjà, ne serait-ce que juste sur la clinique, sur les groupes de psychoéducation avec eux, avec leur entourage, ça marche très bien de cet effort de repérage. Ils sont demandeurs de mieux repérer. Mais je suis d'accord avec vous sur la charge que ça représente, et ça, c'est un enjeu majeur. Il y a encore une question, puis après... Merci beaucoup. En tout cas, présentation passionnante. On en est où de la culturation des psychiatres et aussi des médecins généralistes sur ce sujet? Est-ce que c'est pas un peu une niche finalement ce que vous présentez là? J'aurais envie de vous répondre. Je pense que de plus en plus, on voit qu'on est obligé de faire avec. Je pense que non, je pense que je suis effectivement probablement... on n'a pas fait encore la preuve que ça fonctionne et que ça va être intégré à notre pratique clinique. Voilà. Et donc, tant qu'on n'a pas fait cette preuve-là, effectivement, il y aura une certaine méfiance de ça. Et la culturation, elle va se faire par les études scientifiques. À un moment donné, le médecin avance sur des données evidence-based. Vous pouvez réaliser des pratiques evidence-based. Si nos solutions numériques intègrent les recommandations thérapeutiques, elles seront adoptées. Le médecin, il suit des recommandations thérapeutiques. Pour l'instant, ces solutions numériques ne sont pas dans nos algorithmes de diagnostic et de recommandations thérapeutiques. Donc, elles ne sont pas adoptées, et tant mieux, puisqu'elles ne sont pas encore validées. Donc, la culturation se fera avec les preuves. Peut-être une question en forme de transition vers la présentation suivante. Vous avez un petit peu parlé d'intelligence artificielle, et on a été nombreux, je crois, à être marqués par l'étude qui montrait que l'intelligence artificielle pouvait être plus empathique que les médecins dans certaines conditions. Et donc, en psychiatrie, on pourrait se poser la question, est-ce que demain, on aura une intelligence artificielle qui est capable de faire des psychothérapies? Puisque c'est quand même un des sujets aujourd'hui. Excellente question. Alors, l'empathie, en plus, vous savez qu'au cours des études en médecine, l'empathie diminue. Et plus vous êtes empathique, moins vous êtes bon sur le recueil sémiologique, et plus les résultats thérapeutiques du patient sont moins bons. Ces chiffres tensionnels sont plus hauts, ces chiffres glycémiques sont plus hauts, etc. Mais ça a un coût énorme pour le médecin d'être empathique. Quand vous rentrez à la maison, il faut porter ce que vous avez ressenti et reconnu des émotions de l'autre. L'empathie, c'est ça. L'empathie, c'est la reconnaissance de l'émotion de l'autre et la transmission à l'autre qu'on a reconnu son émotion. Ouais, il y a un aspect motivationnel actif assez fort. Donc, ça s'entraîne. Il faut continuer d'être empathique au cours de ces études en médecine, et c'est important, et on continue de l'entraîner. Donc ça, c'est le premier point. L'intelligence artificielle s'entraîne à mimer l'empathie, parce qu'il n'est pas vraiment empathique. Mais il peut reconnaître quand même des émotions et transmettre qu'il a reconnu l'émotion. Je vois bien, cher Guillaume, que vous êtes un peu triste ce soir. Comment puis-je vous aider?
Oh, je vois que vous êtes en forme ce soir. Comment puis-je continuer? Voilà. Et donc, il va reconnaître. Donc, du coup, il y a un sentiment de familiarité qui apparaît. Et il y a beaucoup de théories d'ailleurs qui sont développées sur l'attachement que les gens ont avec leurs outils numériques, notamment par rapport à leur smartphone. On est tous, et j'en ai bien un certain nombre qui sont avec leur smartphone, on est tous hyper attachés à notre smartphone. On crée un lien un peu particulier avec lui. Et là, voilà, vous voyez, c'est aussi une certaine forme d'empathie que nous, on va projeter sur la machine, etc. Mais probablement que Raphaël en parlera de quoi. Merci beaucoup. On peut encore peut-être vous applaudir. Bonsoir. Donc, comment ça s'appelle? Ma présentation va être un peu plus méthodologique, mais on m'a pas autorisé à utiliser ni des équations, ni des algorithmes et tout ça, donc ça va être spécial. À des aspects, donc, suite à la présentation de Pierre-Alexis, c'était d'essayer de se dire à quel point on va pouvoir prouver, en fait, un certain nombre de résultats, ce qui était quand même assez marquant dans ce qu'il disait, ça fait des débuts d'études, et il y avait des buts de pas mal de sociétés, en fait, mais à des échelles ou des manières qui sont triviales à faire. Donc, voilà, je vais essayer de discuter un peu de méthode sans budget. Ou en rupture des normes. Et donc, le premier, sur la présentation, sur l'abstract de cette discussion de ce soir, il est marqué que le domaine de la santé mentale était particulièrement propice au développement de l'IA. Affirmation avec laquelle je suis moyennement d'accord. Propice au numérique, c'est sûr. De toute façon, le simple fait de pouvoir accéder à des données, de ne pas être limité à ce qui se passe dans l'hôpital ou dans un cap qui est contenu, ça c'est parfaitement tout à fait vrai. C'est déjà particulièrement difficile pour la statistique, ce que je vais essayer de montrer ou tout du moins discuter. Alors après, quand on rajoute de l'IA là-dessus, ça va être tout à fait non trivial, entre autres, dû au fait que comme ça est voué à être appliqué, disons, dans le domaine médical, il va falloir qu'on fasse des preuves et faire de l'analyse statistique sur des systèmes qui ont été traités par IA est vraiment hautement non trivial. Une des manières de le dire, c'est que vous n'allez pas vous offusquer quand Google répond mal à une de vos requêtes, mais non, mais en médecine, sur le coup, la notion d'erreur, la notion de test, la notion même de qu'est-ce qui a été utilisé pour entraîner ces algorithmes et à quel point les données qui vous arrivent, qui sont nouvelles, ont déjà été vues et donc devraient être prises en compte dans le test statistique, sont des notions qui sont très importantes. Alors, commençons un petit peu. L'esprit humain n'est pas exactement un tout petit objet, ni simple, ni qui manquerait de variables. Donc, la première chose pour bêtement parler de statistiques, en général, quand on veut espérer prouver quelque chose ou démontrer quelque chose, c'est bien qu'il y ait un nombre de variables raisonnables dessus, de sorte à ce qu'on puisse avoir une taille d'échantillon caractéristique sur lequel on puisse prouver quelque chose. C'est pas exactement le cas de l'esprit humain, d'autant plus que ça va. Alors, en dessous, dans chaque slide, vous avez des idées de modèles théoriques ou autre chose comme ça peut être bien plus général que ça. J'ai mis quelques exemples pour juste structurer. Donc, ça revient à dire qu'à essayer de juger des choses aussi complexes, ça revient à se dire on est en train de juger un système infiniment complexe, très hautement non linéaire, dans lequel on a la plupart des états qui sont des états cachés. On dirait en statistique, ça ne fait pas comme si une mesure extérieure allait vous donner exactement l'état intérieur de la personne. Et de ça, on essaye de dire qu'on aimerait en tirer un certain nombre d'états. Donc, au moins, c'est reconnaître que le problème qui est posé est quand même très hautement non trivial. Et comme ça a été montré auparavant, l'idée, c'est qu'on cherche en fait des manifestations, des features, quelque chose qui est caractéristique. Donc, on espère qu'elle est reliée à ces états cachés, qu'on ne connaîtra pas. Et on espère que l'effet est suffisamment fort ou la corrélation suffisamment grande pour espérer en tirer quelque chose à partir de ça. Donc, c'est non seulement très grande dimension, accéder de manière très indirecte et espérer qu'à partir de ça, on puisse en conclure quelque chose. Donc, ça ne rentre pas dans la catégorie des problèmes faciles. Prenez là un physicien qui en plus a l'habitude de d'autres types de systèmes comme ça. Le point qui est vraiment important, c'est qu'à un moment, si on va vouloir prouver quelque chose, il va falloir qu'on fasse du test statistique. C'est-à-dire, bêtement, être capable de comparer quelque chose à quelque chose d'autre pour dire est-ce que oui ou non, cette type d'intervention a servi à quelque chose? Est-ce que oui ou non, tel entraînement qui m'a dit que telle petite caractéristique était importante et réellement importante pour comparer quelque chose? Et donc, c'est pas, comment ça s'appelle, une question toute bête dans tout ça, c'est quand vous voulez comparer quelque chose, il vous faut une sorte de groupe témoin, une référence ou quelque chose à partir duquel vous êtes capable de caractériser. Et on revient à la question auparavant, c'est pas comme si l'esprit humain était facilement catégorisable. J'exagère un peu, il y a quand même toute la connaissance médicale qui passe là-dessus, qui permettra quand même de dire oui, si on a quand même des indications qu'un groupe a tel type de caractéristiques, et donc on va pouvoir l'obtenir. D'un côté, vous allez avoir l'augmentation massive des données que le numérique permet, peut-être dans des conditions moins contrôlées et au moins qui permet, et de cette augmentation de groupe, on va arriver à une conséquence qui est comment on définit dans ce cas-là mon groupe témoin. Plus le groupe est grand, plus vous êtes voué à avoir des sous-groupes dans votre groupe que vous ne connaissez pas forcément à l'avance, et les comparer les uns aux autres va être de plus en plus difficile.
Donc, le big data doit avoir énormément de connaissances, mais à l'augmentation de la taille des groupes que vous allez étudier, il va correspondre à une difficulté à caractériser de manière plus ou moins homogène un groupe et à définir un groupe par rapport à un autre. Ça veut pas dire que c'est pas faisable. Il y aura des groupes comme ça. Mais le côté d'un côté incrémental des procédures au début, en disant, très bien, sur tel sous-groupe, j'ai lu telle caractéristique. Maintenant, je fais grandir mon groupe. Il y a une procédure qu'il va bien falloir faire. Répond en statistique le fait que vous avez fait alors, je ne sais pas comment on peut traduire ça s'appelle du data snooping. C'est-à-dire, idéalement, vous seriez censé traiter statistiquement vos données sans les regarder. Dans la vie réelle, il va quand même falloir regarder quelque chose pour faire quelque chose. Mais si vous avez regardé vos données, les analyses que vous faites derrière dépendent de ce que vous avez vu. Vous avez vu quelque chose qui est en général de petite taille, mais ça, c'est pas pour que ce soit commensurable dans l'esprit humain. Vous en avez tiré quelque chose, et le problème, c'est ce que vous en avez tiré, vous l'utilisez pour tester sur un groupe plus grand. Donc, votre nouvelle analyse, elle dépend de ce sous-groupe que vous avez regardé. Et ça peut entraîner plein de complexités statistiques dans ce que vous avez fait. Donc, dans certains livres, il y a des cas amusants. Bon, amusant, c'est toute chose égale pareil. C'est amusant pour des statisticiens. Tout petit groupe de personnes. C'est où on vous montre des cas très connus d'erreurs d'algorithmes sur la bourse ou des choses comme ça, justement parce que le fait d'avoir regardé ou d'avoir extrait tel type de données qui marchait très bien sur vos données avait en fait aucune autre conséquence s'il y avait derrière. Et cette espèce d'effet-là est extrêmement compliqué. C'est le même genre d'effet qui fait que, par exemple, vous pouvez avoir un certain nombre d'études qui étaient faites parfaitement bien au sens, en respectant toutes les règles de la science, en faisant tout bien comme ça, qui ont l'air de marcher en laboratoire, et où, côté, quand ça change d'échelle, d'un coup, plus rien ne marche. On a bien fait, c'était les conditions dans lesquelles c'était fait, la manière dont les données avaient été traitées, la manière dont le domaine avait évolué, qui fait que l'effet était visible là et disparaîtra à une plus grande échelle. Et ici, ça va vraiment être un problème extrêmement compliqué, et du fait qui va être itératif, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, va recréer d'autres complexités dedans. Donc l'idée, c'est qu'il est voué à avoir des mélanges entre des études de petite taille, très contrôlées, qui sont reportées à grande taille, qui ne vont pas marcher, mais dont on va extraire d'autres types de données qui permettront de recréer de nouveaux groupes et itérativement faire quelque chose comme ça. D'où l'idée qu'il y aura une complexité non négligeable pour faire valider ces solutions. Et ce sera probablement pas inintéressant de voir le dialogue qu'il y aura entre à la fois les gens qui vont développer ces solutions du point de vue scientifique dans les hôpitaux, dans les choses comme ça, du point de vue des boîtes qui vont essayer d'assembler ces choses-là et les autorités de régulation, que ce soit pour la FDA, le CE, des choses comme ça. C'est des autorités qui sont quand même assez dynamiques. Au moins pour la FDA, le CE est un peu plus compliqué. Ou tout le monde en changement. Mais par exemple, la FDA est en train de comment ça s'appelle, changer ses réglementations, par exemple, pour tout ce qui est IA, de manière assez dynamique et assez intelligente avec l'évolution en fait, de ces technologies-là. Donc maintenant, elle ne peut pas revendiquer comme preuve parfaite pour un certain nombre de choses. Les boîtes ne sont pas stupides non plus. Maintenant, elles ne font pas de prédiction ou elles ne font pas de classification, elles accompagnent. Comme ça, légalement, c'est pas... Voilà. Mais par contre, ils vont dire, très bien, pour eux, c'est que vous donnez une preuve de ce que vous faites sur un ensemble. On va vouloir vérifier que votre ensemble statistique est suffisamment divers. Est-ce que ça représente bien la population américaine? Est-ce que c'est suffisamment divers? Et après ça, vous allez nous donner votre plan pour le déploiement, la collecte de données ensuite, l'update de votre modèle si vous vous rendez compte que ça ne généralise pas aussi bien. Donc, il y aurait une certaine façon de faire ça. Adapté à ce genre de situation-là, il faut tout à fait imaginer que les autorités de régulation soient un effet vraiment positif dans l'idée d'adapter les méthodologies, de sorte à ce que, itérativement, les choses aillent bien. Mais il va y avoir des grands mouvements d'un côté, ça va bien marcher un petit peu, tout va s'effondrer d'un coup, quand la taille du groupe va changer et recommencer live. C'est l'autre problème, c'est que ce n'est pas des données qui sont figées et tout ça, il va y avoir un côté évolution temporelle des données. Donc, alors ça, c'est un problème intéressant et un problème non trivial. Le fait que les choses évoluent dans le temps, ça c'est pas exactement nouveau en médecine, il y a plein de choses comme ça, il y a tout un développement mathématique extrêmement bien fait. D'ailleurs, puisque vous aviez Samuel Urelman il y a quelques séances dans notre séminaire, c'était typiquement la personne à interroger sur les études longitudinales, sur qu'est-ce qu'il y a comme évolution dans le temps, les propriétés de Fofex. Mais il y a aussi une question que si la personne force autour du fond, comment on va caractériser ce changement et à quoi on va la préparer. Et là, on revient à deux questions qui sont non triviales. Est-ce que j'ai réellement comparé une personne à un groupe qui va être mon groupe de référence ou une personne à elle-même? C'est exactement un des cas que j'ai réussi à présenter, dans lequel la prédiction sur le groupe ne marchait pas. Par contre, tenter de prédire au moins une figure d'une personne d'avoir évolué dans le temps pouvait avoir là un vrai effet. Et donc ça, c'est assez intéressant. C'est d'autant plus intéressant que ça vous évase à... Je ne rentre pas dans ces détails-là parce que sinon, on prend fait d'art, mais beaucoup des choses que je vous ai dites là, ça consiste à penser à ce qu'on appelle en fréquentisme. C'est-à-dire supposer qu'il y a des vrais paramètres dans le monde et que quand on mesure les choses à grande échelle, on va accéder à ces paramètres-là et on va avoir une série d'erreurs autour de ces paramètres qui va permettre de faire quelque chose. Il y a une autre vision de la statistique qui est la vision bayésienne. Mon laboratoire s'appelle Decision and Bayesian Computation, il faut vous deviner laquelle je préfère. Et je suis aussi.
Et où là, vous pourriez très bien dire, j'ai une idée de ce qu'est la personne, ou j'ai un modèle de ce qu'est la personne, au moins de ce qu'elle est à un instant T, et je vais comparer ce modèle-là à l'évolution de la personne. Et là, d'un coup, votre problème devient un peu bayésien parce que ça revient à dire, mais est-ce que j'ai un modèle de cette évolution? C'est une façon mathématique de décrire la manière dont le ou la patiente va évoluer dans le temps. Ça fera appel à deux choses qui ne sont pas inintéressantes. D'un côté, c'est pas de modèles qui sont relativement robustes, comme en psychiatrie, de description de ce que sont les gens, qui peuvent être probablement mathématisés ou rendus commensurables d'une certaine manière, et après comparer en fait les personnes à eux-mêmes en évoluant dans le temps. C'est-à-dire non trivial, parce que ça revient à dire qu'il faut faire cette chose-là pour chaque personne individuellement. Donc, on ne sait pas quand on comprend la personne à quel sous-groupe elle appartient, à quel type d'évolution elle pourrait être soumise, et si même il n'y a pas des symptômes qu'on ne connaît pas, on revient à mon problème de l'espace non vu et massivement plus grand que ce que je peux voir, mais au moins on peut essayer de comparer la personne à elle-même. Le vrai problème, là, c'est vraiment le problème lié au big data. Pareil, il n'y a pas de traduction super pour spurious. Donc, l'idée, c'est c'est des effets aléatoires. Ça revient à dire que si vous avez à la fois énormément de données d'un côté et énormément de paramètres possibles, des choses vont corréler. De toute façon, purement aléatoirement, les choses vont corréler. Donc, d'un coup, vous allez vous dire, dans ma petite étude ou dans chose que j'ai fait dans un coin, ça corrèle très bien avec le mouvement d'autres activités comme ça. Corrélations qui peuvent être statistiquement significatives dans le sous-groupe, mais être quand même aléatoires. Et donc, cet effet-là, on va commencer à le reprendre entre l'idée de je vais changer de taille, l'effet va disparaître. L'effet était peut-être existant réellement, mais j'avais un sous-groupe, ce que je ne savais pas. Et donc, vous vous retrouvez à faire des allers-retours entre est-ce que j'ai besoin de mieux caractériser mon groupe pour voir à quel sous-groupe il appartient, et dans ce groupe, il y a une évolution, ou est-ce que l'effet n'existait tout simplement pas? Il apparaissait bien, il avait été bien fait, testé statistiquement de manière acceptable, et pourtant, en fait, l'effet n'existe pas. Donc, d'un côté, on pourrait tenter d'être très maximaliste, c'est-à-dire, c'est super, tout le monde a un téléphone sur soi, et ça peut mesurer énormément de choses, donc je vais mesurer le maximum de paramètres possible. Plus vous mesurez de paramètres, et surtout si vous ajoutez de l'IA dessus, plus vous allez trouver quelque chose. Avec à chaque fois la difficulté de se dire, mais évidemment, si j'ai un certain nombre de données et une immensité de paramètres, c'est bien quelque chose qui va corréler avec quelque chose d'autre. Comment s'assurer que cet effet est réel? Comment s'assurer qu'il va émerger? Il va y avoir pareil un défi qui va être là-dedans. Commencez quand même plus à raisonner sur des petites choses. Il y a plein de méthodes aussi qui existent pour dire on va quand même essayer de réduire la dimension des paramètres importants pour au moins que les effets soient significatifs. Mais il va y avoir un aller-retour entre qu'est-ce qui est réellement significatif pour une personne, comment je la caractérise, et pareil, mon groupe grandit, ça veut dire que mes sous-groupes dans mon groupe vont aussi commencer à apparaître. Les effets ne vont pas être tous les mêmes. C'est le même problème pour les pharmaceutiques, qui consiste à dire plus on avance dans les connaissances, plus on se rend compte que pour un même médicament, groupe et sous-groupe ne vont pas avoir le même effet, et donc on va devoir développer des solutions ou voir quel est l'effet. Ce sera exactement pareil pour tout ce qui est santé mentale. Voilà. Le modèle est encore plus intéressant maintenant, bon, tout le moins ça rajoute encore un niveau de complexité, qui est l'idée de toutes ces applications ou de tous ces outils. C'est que dans un premier temps, on peut imaginer plein d'études qui seraient des études passives. En fait, on mesure plein de choses, on a des états qu'on peut évaluer de manière acceptable dans le cadre médical, et on va relier ces paramètres à des états et au moins essayer de caractériser. Mais une des idées de toutes ces applications, c'est qu'elles veulent quand même interagir avec la personne, justement parce que l'accès à l'hôpital est trop compliqué, et le rapport statistique entre la prévalence des symptômes ou des cas et l'accès au médecin ne peut pas être favorable, mais se dire au moins comment j'agis. Et là, pareil, comme si l'espace n'était pas suffisamment grand en termes de dimensions et de paramètres, on va rajouter l'action, c'est-à-dire la machine qui agit sur l'acteur entre les deux. Donc, il y a plein de façons de le faire. Donc, il y a des cas théoriques dans lesquels on le pense beaucoup. Alors, déjà que le machine learning de base, ça peut poser quelques problèmes. Le reinforcement learning a d'autres problèmes encore dessus. C'est l'apprentissage par renforcement, où on pourrait dire, finalement, la machine va apprendre. Ça peut assez vite être exclu comme un truc déployé parce qu'aucune agence réglementaire acceptera que l'algorithme s'adapte à ce point-là à vous, parce que dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on juge? Comment on peut vérifier que ça ne fait pas n'importe quoi? Mais ça pourrait être fait pour un certain nombre de choses dessus. Mais d'un côté, ce qu'il faudrait faire pour essayer d'évaluer réellement l'action, c'est de randomiser énormément l'action de l'opérateur. C'est pas exactement moral de donner des applications à quelqu'un et de dire en fait elle va faire plus ou moins au hasard au début, parce que c'est comme ça qu'on jaugera l'espace des paramètres pour petit à petit s'adapter et faire pour le reste. Il va aussi y avoir un rapport entre qu'est-ce qu'on peut faire comme modèle d'action, qu'est-ce qu'on a comme modèle pour la personne et qu'est-ce que l'application a le droit de faire. À un moment, ça revient à dire qu'il y a un gros espace de paramètres et qu'il va bien falloir l'explorer pour savoir ce qu'il y a comme effet. Alors, autant la connaissance médicale va éviter le côté purement aléatoire, cependant, il va quand même y avoir un côté à ne pas être sûr de savoir comment agir. Donc, ça va être aussi une vraie question de dire à quel point on peut mettre entre les mains de personnes qui sont en plus en souffrance ou qui ont des soucis, des outils dont on ne peut pas être sûr de la modalité optimale d'action. Il y aura probablement quelque chose d'intermédiaire qui reviendra à dire il y a un biais inductif propre, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de connaissances, on doit pouvoir injecter dans ces applications énormément de connaissances médicales pour qu'au moins ce soit validé, et après laisser explorer autour de ces choses-là la suite. Et sur ce, je pense que c'était faux. Exactement, je vais m'arrêter là pour ces choses-là. Donc l'idée, c'était pas de vous déprimer,
même si ça me fait quand même plaisir un petit peu, qui était plutôt de dire qu'il y a à la fois des opportunités immenses sur ce sujet-là, mais que parmi les types de problèmes statistiques et les types de problèmes d'IA, on est vraiment dans les problèmes les plus difficiles, les plus compliqués, par manque de contrôle des données, par taille caractéristique des paramètres qu'on a à gérer et par la nature de ce qu'il y a à faire, qui fait qu'il va falloir y aller avec énormément de modestie et admettre que les résultats vont être incrémentaux, mais qu'il peut y avoir un vrai effet et pas se laisser trop emporter, on va dire, par des effets de joie par rapport à ce qu'est capable de faire l'IA, de choses comme ça, parce que ça, c'est vraiment un problème qui est compliqué. Merci beaucoup. C'est assez vertigineux. Alors, je vais frustrer tout le monde, mais Étienne me fait les gros yeux depuis 10 minutes en disant qu'on est vraiment en train de dépasser le temps. Donc, je vais donner la parole au professeur Gaillard et on fera une séance de questions juste après. Ok, d'accord. Marie, il faut passer les vidéos et là, comment je ferai? C'est pas sur cette non. Allez, je descends. Bien, bonjour Raphaël Gaillard. Je ne vais pas du tout vous parler de l'Académie française, mais de travaux que nous faisons ici avec l'idée qu'on pourrait peut-être enrichir l'ensemble des signaux que Pierre-Alexis a pu vous montrer, dont on vient de voir que c'est fort complexe de les traiter avec peut-être beaucoup d'impasses, mais quand même ces signaux sont vraiment intéressants. Les enrichir par le fait que il est peut-être possible d'aller chercher le signal à sa source, c'était dans le cerveau lui-même. Pour ça, on bénéficie du fait qu'aujourd'hui, on rentre dans le cerveau, et on rentre dans le cerveau typiquement en implantant des électrodes. Alors, on parle beaucoup du projet Neuralink et de ces implants cérébraux, on en dira un mot tout à l'heure. Mais en fait, il faut savoir qu'implanter des électrodes dans le cerveau, c'est une invention française, la stimulation cérébrale profonde. C'est celle d'un chirurgien de Grenoble, Halim Benhabib, qui a vraiment transformé la prise en charge de certaines maladies de Parkinson, celles pour lesquelles le tremblement est prédominant, avec des implantations d'électrodes qui sont des électrodes qui, comme on le voit ici, alors je ne sais pas si le pointeur marche, elles descendent en fait dans les structures sous-corticales profondes ici, alimentées par un câble qui va juste vers l'alimentation ici. Ici, on voit sur des radiographies standards ce type d'électrode qui descend. Vous voyez qu'en bas, au fond, il y a toute une série d'électrodes, de plots d'électrodes. Ici, vous voyez sur un scanner, là, vous voyez sur la reconstitution passive ou le classique, qui est le noyau sous-thalamique. Et alors, si je vais passer à la vidéo. Je pense pas. Non, ça va passer à la vidéo suivante. Parce que je n'ai pas problème pour. Donc là, vous voyez un patient qui a une maladie de Parkinson typique avec un tremblement dit à 3 Hz, qui est très invalidant. Tous les bras, bien sûr, mais aussi les jambes. Et vous voyez un autre des symptômes qui est l'hypomimie. Vous voyez, le visage est très figé. Vous voyez les gros doigts du neurologue qui allument l'équivalent du pacemaker. Et vous allez voir en temps réel, en fait, l'effet de la stimulation cérébrale. Ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est l'effet en temps réel. Donc, vous voyez qu'en quelques secondes, le tremblement s'arrête. Donc, c'est juste, on a allumé le système, la stimulation sous-thalamique. Le tremblement s'arrête. Vous voyez que le visage, c'est clair, de polymie qui devient beaucoup plus expressif. Ça, c'est un exemple type de motricité fine qui est altérée dans l'altération dopaminergique sur la voie du strié, qui est la physiopathologie de la maladie de Parkinson. Et il est content, évidemment, et il peut l'être. Et donc ça, c'est plus de la recherche, c'est pas de l'implantation de quelques patients, des users d'Elon Musk, c'est de l'utilisation en soins au quotidien dans tous les pays industrialisés. Alors, en matière de psychiatrie, c'est plus compliqué. On fait ce type d'implantation dans certaines pathologies psychiatriques, par exemple dans le trouble obsessionnel compulsif, qui est probablement la pathologie psychiatrique qui se rapproche le plus de troubles neurologiques de ce type. D'ailleurs, ici à Sainte-Anne, on est le premier centre implanteur en
d'Europe. Donc, on implante beaucoup de patients avec des TOC. Mais en fait, dès que la pathologie est plus complexe, ici, c'est un exemple de dépression dans un papier publié dans Nature Medicine. En fait, on s'aperçoit que le système est plus complexe parce qu'il va falloir prendre le signal à un endroit et en fonction de ce signal, stimuler un autre endroit. Donc là, vous voyez typiquement qu'on stimule la capsule ventrale. C'est pas loin des mêmes cibles, striatum ventral, mais qu'il va falloir que vous subordonniez cette stimulation à ce que vous enregistrez un autre endroit du cerveau qui, lui, est corrélé à l'humeur. Et donc, en fait, vous allez avoir un signal qui est enregistré ici dans les amygdales cérébrales. Alors, on peut discuter, est-ce que c'est l'humeur ou l'anxiété? Bon, en tout cas, c'est un proxy de l'état moral du patient. Un système qui traite l'information, parce que par conséquent, là, il va falloir traiter l'information, et en fonction de cette information, envoyer un type de stimulation à un autre endroit du cerveau. Donc, ce qu'on appelle des systèmes en closed loop, donc en boucle fermée. Du point de vue théorique, c'est pas très compliqué. C'est la même chose qu'un pacemaker qui ne se déclenche qu'en fonction d'une certaine activité cardiaque anormale, sauf qu'évidemment, c'est un signal beaucoup plus complexe, le signal cérébral qui nous intéresse là. Et donc, quand on veut soigner, il faut qu'on fasse des choses plus compliquées, comme c'est le cas là, sauf pour certaines pathologies. J'ai évoqué le TOC tout à l'heure. Et une fois qu'on a ça, en fait, on a aussi un signal intracérébral qui nous donne plein d'informations très précieuses. Et puisqu'on s'intéressait par exemple à l'humeur, c'est un propos qui a été développé par Pierre tout à l'heure largement. Quel est l'état de l'humeur? Donc, il nous a montré qu'on pouvait utiliser plein d'éléments. Alors, vous avez ce type de rating où l'individu va dire un peu sa météo du moral, ce qu'il peut dire de plein de façons, là, comme il l'indique là. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, et Pierre a fait ce type d'étude, que la météo elle-même a des effets sur le moral, et ça, vous le saviez déjà. Encore fallait-il le montrer. Ça peut se faire avec des smileys ou des échelles visuelles analogiques, peu importe. Vous avez tous les marqueurs que Pierre a évoqués. Donc, vous avez des marqueurs biocapteurs d'activité cardiaque, par exemple, les effets GPS, l'accéléromètre, etc. Vous avez l'activité de l'individu sur son smartphone, combien de messages il envoie, etc. Et la voix, c'est vraiment très fort en psychiatrie. C'est vraiment un élément. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un certain nombre de mes patients ont mon numéro de portable et je sais très bien, indépendamment de ce qu'ils me disent, j'écoute quand même ce qu'ils me disent, mais en fonction du timbre, simplement du timbre et de la scansion, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ils parlent, je sais très bien dans quel état ils sont. Et je ne suis pas devin, donc ça veut dire que je collecte très vite des signaux qu'un algorithme fera tout aussi bien que moi. Et puis on ajoute un autre élément, et c'est pas seulement un autre élément, parce que cet autre élément, qui est donc l'activité cérébrale, en fait, c'est lui qu'on suit tout autour, en fonction de ce que nous dit le patient et en fonction de ce qu'on mesure. Donc, c'est pas rien d'aller directement chercher ce signal. Et évidemment, on va lier ces différentes informations. Ça veut dire qu'on va avoir toutes les informations du smartphone et de ces outils connectés au sens large dont on dispose. On va pouvoir l'enrichir d'imagerie cérébrale, y compris avec des paradigmes qui viennent vraiment sonder l'activité cérébrale. Je ne détaille pas le type de recherche que c'est, mais c'est typiquement des choses qui sont menées par Fabien Vinquet dans notre équipe. Et puis, on va mesurer l'activité cérébrale en continu chez certains individus qui ont des électrodes intracérébrales. Alors, vous allez me dire évidemment que ce n'est pas tous les patients ou tous les individus. Alors, c'est le projet d'Elon Musk que ce soit quand même tous les individus ou presque, puisque dans son projet, c'est vraiment un projet d'augmentation et pas seulement de soins. Alors, en attendant, il n'en demeure pas moins que c'est un certain nombre de patients qui bénéficient de ce type d'implantation et qu'avoir ce signal, même si c'est seulement chez certains individus, c'est un moyen finalement de validation de l'ensemble des éléments dont Pierre vous a parlé là, autre que le seul moyen très distal qu'est l'état clinique du patient. Donc, c'est aussi un moyen finalement d'aller valider tout ce qu'on peut construire ici parce qu'on a à la source, en fait, dans le fonctionnement cérébral de notre patient ou nos patients. Évidemment, ils ne sont pas très nombreux à avoir ces électrodes en continu. Donc ça, c'est des choses qu'on développe. Je voulais juste ajouter cet élément dans la réflexion, c'est que
dans cette histoire, finalement, je le dis de façon plus épistémologique, de phénotype numérique, en parallèle, il y a une forme de révolution en psychiatrie qui est le fait qu'on s'intéresse à la source du signal, c'est-à-dire le cerveau lui-même, que ce signal cérébral, eh bien, il nous donne des informations plus directes que ce que le patient en dit. Évidemment, on ne va pas aller chercher chez chaque patient l'information dans le cerveau directement, mais c'est une source de validation de tous ces signaux périphériques qui parfois manquaient singulièrement de validité. Aujourd'hui, par exemple, je pourrais dire de cette façon, ne serait-ce que pour définir les maladies, on définit les maladies sur des espèces de clusters statistiques d'associations de symptômes sans qu'il y ait du tout de mécanistique sous-jacente. Donc d'ailleurs, ce n'est pas des maladies, parce que pour qu'il y ait une maladie, il faut qu'il y ait une physiopathologie, c'est simplement syndromique, c'est du regroupement, alors qu'en accédant au signal cérébral, en fait, on peut revenir à des mécanismes déterminants, j'aime pas dire causal, parce qu'en termes de science, on ne doit pas dire causal, mais déterminants sur le phénomène clinique qui nous intéresse. Et donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on essaie de développer ici. C'est pas moi qui le fais d'ailleurs, c'est mes collaborateurs autour de moi, parce qu'on a bénéficié de la création d'un institut de neuromodulation avec l'aide de notre directeur, Guillaume Couillard, et l'obtention d'un financement important, puisque c'était une vingtaine de millions pour développer ces techniques et ces outils de modélisation de neurosciences computationnelles. Voilà, c'était pour ajouter juste ce point. Je ne suis pas sûr que ça vous remonte le moral après le constat des difficultés, mais l'idée était quand même que si ça puisse vous montrer qu'ouvrir la boîte noire, c'est-à-dire la boîte crânienne, en fait, c'est très prometteur. Vous n'allez pas nous laisser comme ça sans nous parler un tout petit peu d'Elon Musk et de Neuralink, puisque vous avez quand même fait le teasing. Alors, est-ce qu'on aura un jour des implants dans le cerveau et on sera augmenté, comme le prétend et essaye de le faire Elon Musk? Alors, je vais dire un mot très rapidement. D'abord, ce que j'ai dit et je redis, c'est qu'on a été fasciné par la création de Neuralink en 2016, dans son pionnier building par Elon Musk, et on sait qu'il a la capacité de transformer l'essai, puis lui, il n'a pas 20 millions, il en a 350 sur ce seul projet. Donc, évidemment, c'est une vraie force de frappe. Cela étant, il y a plein de choses qui existent déjà, et donc je voulais rappeler, par exemple, que l'implantation de patients, c'est même une invention française. Donc, je voulais resituer les choses dans ce sens-là. Ceci, lui, vous savez, son propos, aujourd'hui, d'un point de vue éthique, il fait ce qu'on peut faire d'un point de vue éthique, c'est qu'il implante des patients. Le deuxième, qu'il appelle user et pas patient, qui sont essentiellement des patients paralysés. Et l'idée pour lui est de court-circuiter ce qui ne marche plus, donc la commande motrice, et donc d'aller chercher la commande dans le cerveau pour commander un outil extérieur, typiquement l'informatique, un joystick en fait, et se passer donc de ce qui ne fonctionnait plus, c'est-à-dire la commande motrice. En même temps, son projet, il ne l'a jamais caché. Ce n'est pas un projet de soins, c'est un projet d'augmentation. Il a toujours dit, son projet, c'est, je le résume comme ça, c'est face au progrès de l'intelligence artificielle, la seule chance qu'aurait l'humanité, c'est de s'hybrider avec la technologie pour faire face à cette concurrence plutôt qu'être dans une logique de concurrence. Ce qu'on peut dire, c'est plusieurs choses. Premièrement, de toute façon, ça va se faire. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout aux perspectives moratoires, etc. C'est le chemin. Deuxièmement, il y a quelque chose qui reste de l'ordre de la science-fiction dans le propos, qui consiste à dire qu'on augmente globalement le cerveau. Or, quand on met un implant, on le met à un endroit particulier du cerveau. Et donc, ce qu'on capte, c'est l'activité cérébrale correspondante. Même si vous mettez cet objet qui est mis en place dans Neuralink, qui compte quelques milliers d'électrodes, en fait, il enregistre l'activité locale. Et donc, ce qu'il peut optimiser, si c'est l'augmentation, c'est des propriétés locales du cerveau. Autrement dit, quand vous mettez un implant pour augmenter, vous augmentez une faculté ou certaines facultés, mais pas l'ensemble du cerveau.
il y a toujours quelque chose d'un peu mensonger dans la démarche. D'ailleurs, il est fort en communication parce que, par exemple, son premier user, il le montrait jouant aux échecs. Donc, évidemment, vous voyez quelqu'un qui joue aux échecs, vous lui dites qu'il est plus intelligent. En fait, il joue aux échecs avant et simplement, vous avez restauré, ce qui est énorme, hein, la capacité à bouger les pièces sur l'échiquier. C'est énorme, mais ça n'a rien changé à son intelligence. Donc, en fait, non, ça augmente juste une faculté et pas plusieurs. Et donc, ce type d'augmentation, elle ne sera pas globale, elle ne sera pas homogène. Si je dis de façon simple, il n'y a pas de port USB dans le cerveau, donc il n'y a pas d'accès global au cerveau. C'est absolument sûr que ça, on ne peut pas le faire. Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister. Le troisième point, puisqu'on est dans une soirée sur la santé mentale, c'est que ce type d'augmentation, il y a de bonnes raisons de penser qu'un certain nombre d'entre nous ne le supportera pas. Parce qu'il y a de bonnes raisons de penser que les troubles mentaux existants sont déjà la démonstration du fait que la complexité de notre cerveau est telle qu'on le paye du prix des troubles mentaux, c'est-à-dire qu'il y a des bugs de temps en temps. Notre cerveau ne se supporte plus, il y a des vrais ratés à ce niveau de complexité. Et donc, si on l'augmente encore plus, pour un certain nombre d'entre nous, ça dérapera. Et donc, ça veut dire que, évidemment, qu'on pourra augmenter certaines facultés, mais il y aura probablement davantage de troubles mentaux. Donc, voilà, en résumé sur le projet Musk, ce que l'on peut dire en 3 points rapides. Tout en disant le premier, qui est de dire que c'est pas de la science-fiction ou un vague projet, c'est vraiment quelque chose en cours. Merci beaucoup. J'ouvre les questions à la salle pour nos 3 intervenants. Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais juste une question par rapport aux algorithmes closed loop. Est-ce que d'un point de vue clinique, cela ne vous dérange pas qu'il n'y ait pas d'intervention d'un médecin dans le système, du coup, en boucle fermée ou bien dans un algorithme d'apprentissage par renforcement? Et d'autre part, je me demandais un peu, est-ce que ce genre de dispositif se comparait aussi avec un monitorage par quelque chose d'un peu moins invasif comme de l'EEG, par exemple? Parce que j'imagine que les patients seront un peu réfractaires face à ce type de méthode. Je trouve que c'est peu probable. Disons, il y a un amusement à voir récemment un certain nombre de papiers sortir pour le reinforcement learning en voyant qu'en sortant un petit peu des conditions habituelles dans lesquelles certains des systèmes avaient été entraînés, ils n'arrivaient plus à faire des tâches plus simples. Donc la suggestion qu'on puisse rendre ça tractable, ou tout du moins dans la partie deep du reinforcement learning, fait que c'est très peu probable que ce soit des méthodes qui soient utilisées, que ce soit des objets qu'on va déployer pour s'adapter. C'est bien plus probable qu'on ait des modèles soit probabilistes, soit des modèles avec un fort biais inductif sur la manière d'agir. Donc ce point de vue-là, c'est plutôt comme ça que ce sera fait, et probablement que de la connaissance médicale aurait été mise là-dedans, justement pour ne pas laisser le système être entièrement libre pour apprendre. Après, pour la nature des données mesurées... Avant la nature, juste sur l'intervention du médecin, l'aspect éthique, moral et de contrôle par l'aspect médical. Ce que je proposais dans le Step Care Model, c'est que, en fonction de ce qu'on attend de cette solution numérique, le médecin aura un rôle ou pas. Et je ne pense pas du tout que le médecin doit avoir une action et une légitimité à tous les niveaux, que ce soit la prévention, du dépistage. Voilà, il a un rôle évidemment clé lorsqu'on est dans le rôle de la confirmation diagnostique, du soin médical. Et là, ces solutions devront être accompagnées par le médecin. Mais si on est par exemple sur des solutions de dépistage en population, et plutôt d'identifier les cas qui n'ont pas de pathologie pour éviter justement qu'ils aillent encombrer des filières de soins qui sont déjà amplement saturées, on espère que le médecin justement ne sera pas dans la boucle pour économiser cette ressource et ce temps médical qui est actuellement parfois très mal utilisé. Ensuite, sur le signal, oui, on peut faire beaucoup de choses avec l'électroencéphalogramme. Mais en pratique, c'est pas si facile d'utilisation. On se dit toujours que en fait, c'est beaucoup plus portable, accessible, etc. Mais dès qu'on veut, par exemple, gagner en plus de la précision temporelle, généralement le EEG, c'est un sampling à 400 Hz, donc on a une vraie précision temporelle. Dès qu'on va avoir un peu de précision spatiale, c'est des montages avec beaucoup d'électrodes. Et en fait, c'est très lourd. Donc en fait, on les garde peu.
Et donc, je crains qu'on n'aboutisse pas tant que ça avec le EEG seul. Aujourd'hui, on s'en sert. Il y a pas mal de paradigmes quand même dits de neurofeedback. Alors, dans le neurofeedback, il y a toute une littérature complètement pseudo, appelle ça bullshit, mais qui est pas fondée, qui est une espèce de construction, fascination pour les neurosciences. Et il y a des choses bien, mais faut pas croire que c'est si facile à mettre en place et à garder en place le EEG. Donc, je suis pas si certain. Je me demande si, c'est un peu ce que j'essaie d'illustrer, si quelques patients qui permettent de refonder notre nosographie, donc nos entités nosographies, c'est-à-dire les syndromes, voire les maladies si on définit une physiopathologie, ou bien de cautionner des marqueurs externes, ceux que Pierre vous a montrés, et pas plus prometteur, plutôt qu'une sorte de mesure globale qui est au fond celle de l'EEG. Et je viens plutôt de ce type de team. Bon, je vais jouer au pharmacien de service, parce que j'ai bien entendu que j'étais entouré de médecins, mais il y a une notion de proximité et d'adhésion. Est-ce que le pharmacien, comme il est un accompagnant pour notre traitement thérapeutique, j'espère, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir plein de petits gimmicks comme ça qui pourraient être sur le sommeil, sur le sevrage tabagique, etc., qui auraient peu d'efficacité? Et à quel moment on va utiliser ces outils dont vous parlez, qui vont être prescrits, et comment les pharmaciens d'avenir pourront devenir des accompagnants par rapport à ça? Parce que vous nous parlez d'adhésion, parce que là, on est dans la thérapeutique, et me semble-t-il. Et il me semblerait que ça serait intéressant de voir comment on arrive à organiser ce soin d'adhésion d'une certaine façon. C'est plutôt toi, Pierre, qui pourrait répondre, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que il y a en fait, peut-être que dans ce champ, on risque de voir un peu ce qu'on voit avec l'immensité de l'offre digitale. C'est-à-dire que plus il y en a, plus on rebondit dessus, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'engage pas vraiment dans l'offre digitale, on ne fait que zapper. Et donc, il va y avoir un vrai enjeu de continuité. Alors, est-ce que c'est le pharmacien qui sera engagé dedans? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des nouveaux métiers d'accompagnement? Est-ce que ça marche mieux aussi dans certaines cultures que d'autres? C'est possible aussi. Il y a peut-être des cultures qui sont plus observantes et capables d'adhérer à ce type d'outils que d'autres. En tout cas, je crois, et c'est l'exemple que tu montrais, hein, que entre le signal qui a l'air intéressant et la démonstration en vie réelle, ça marche ou pas, parfois c'est l'effet même inverse. Donc ces questions-là vont se poser. Je ne sais pas si c'est le pharmacien, mais c'est ce type de questions. Il y a des solutions d'ailleurs numériques. Une qui marche bien, c'est Pozos. Je ne sais pas si vous avez lu dans tout ce qui est pharmacie, qui est développé par un MCU de pharmacie et qui vraiment intègre à la fois l'IA, des interactions médicamenteuses, des scannings d'ordonnances, du conseil personnalisé. Donc c'est une des pistes, mais on voit très bien qu'effectivement il y a aussi là un rôle, comme vous dites, d'adhésion et de place dans ce système de soins apportés. Donc, oui, tout à fait. J'avais juste, Raphaël, pour toi. Est-ce que tu dis finalement, est-ce que vraiment on attend de cette analyse finalement du signal central une caution de ce qui se passe en périphérique? Parce que finalement, un biomarqueur périphérique, s'il est bon, s'il est prédictif d'une réponse thérapeutique, d'une rechute, c'est ça qu'on lui demande. C'est être un biomarqueur prédictif avec une bonne validité, VPP, VPN, etc. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une caution d'une physiopathologie centrale? Non pas qu'elle est intéressante en termes de compréhension de la physiopathogénie et de l'éthiopathogénie de la maladie, mais est-ce qu'on est vraiment dans le registre de la caution à donner? Non, mais tu as raison, il faut préciser les choses. Non, ce n'est pas une étape nécessaire et donc une caution nécessaire. Si l'outil fonctionne, il fonctionne et
Et c'est comme dans l'innovation thérapeutique. Quand on a inventé l'aspirine marchait, elle ne serait jamais commercialisée aujourd'hui, elle a eu tous ses effets secondaires, mais enfin, en attendant, elle l'a été, elle a rendu plein de services. Donc quand ça marche, ça marche. Donc je suis tout à fait d'accord, on n'a pas besoin d'avoir parfaitement compris le mécanisme d'action pour qu'on utilise quelque chose. Donc si ça marche, on peut l'utiliser avant même d'avoir compris. Cela étant, je soupçonne que pour un certain nombre de ces marqueurs, en fait, je pense qu'on va manquer un peu de validité. Et je ne suis pas sûr qu'on ait ce que tu évoques, la validité en question. Et je pense qu'il y aura des étapes où on pourra affiner en reconstruisant une physiopathologie. Alors, j'ai peut-être une approche un peu classique un peu physiologique de la médecine, mais je soupçonne qu'il y a un certain nombre de cas où en psychiatrie, on va devoir reconstruire une physiologie et une physiopathologie plutôt que simplement observer quelque chose qui marche. Mais ça revient un peu à la question... parfois, je trouve, alors là, je le dis presque en psy, là, mais en psy, même pas psychiatre, psychologue, parfois, dans l'exercice au quotidien, c'est qu'il y a quand même une fascination pour cette espèce de curieux métabolisme qui viendrait digérer les datas et qui fait émerger la solution. Et on attend de ça. Enfin, moi, j'ai bien connu quand je programmais, on a la même fascination pour ce qui sort de ce qu'on a programmé et cette digestion sans nous des datas que notre programme permet. Et c'est quand même pas si souvent une réussite, de sorte que revenir aux étapes intermédiaires, qui sont les étapes déterminantes, la mécanistique, je pense qu'elle nous guide beaucoup, y compris dans la modélisation. Mais ça, je sais pas ce que... Sur le coup, moi, là, par contre, je crois véritablement beaucoup à ça, tant d'un point de vue général, de sorte, c'est quand même bien d'avoir une sorte de modèle causal ou un modèle semi-explicatif qui permet ça, mais même d'un point de vue purement mathématique du modèle. La crainte d'avoir autant de variables, c'est le fait qu'elles soient intractables, ou comme vous venez de dire, en digérant les variables, ça fait émerger des choses. La perspective d'avoir ne serait-ce que des indications mécanistiques ou des zones comme ça, rien n'empêche pour ces modèles-là d'avoir derrière des modèles de comment ça pourrait agir dans l'esprit ou dans la fonction, des choses comme ça, qui seraient inclus comme des contraintes par rapport à ces features. On n'aura pas d'explication causale en disant pourquoi telle feature est corrélée à ça, mais comme on aura des mesures d'activité, et rien n'empêche d'avoir sous l'algorithme des modèles inductifs, c'est-à-dire des contraintes qui auraient été mises à l'intérieur de ces choses-là. Et sur le coup, ça rendrait à la fois les modèles, ça rendrait les choses beaucoup plus dures à entraîner, parce que le machine learning n'aime pas forcément ce genre de contraintes très sophistiquées comme au trait intérieur, mais ça serait beaucoup plus sûr, ça retournerait beaucoup de paramètres, et c'est vraiment un domaine qui se développe énormément dans les parties neurosciences, alors plus chez des neurosystèmes sur les insectes, où on commence à avoir vraiment le système nerveux complet, les connexions, toutes les choses comme ça, où on peut imaginer contraindre un modèle parce qu'on connaît déjà du connectome, mais dans ce cas-là, c'est pas le connectome fonctionnel, c'est vraiment le connectome physique, la connexion de tous les neurones les uns avec les autres, et ça, ce serait vraiment intéressant. Et dans ces cas, le fait d'avoir un tout petit groupe pour tester ça n'est pas du tout un problème. Parce que de dire, oui, il n'y a pas tant de gens à implanter que ça, d'un coup, comment ça s'appelle, comme il y a de la modélisation qui est sentir, le fait d'être petit, c'est plus du tout le même problème. Donc sur le coup, moi, je suis infiniment intéressé par cette idée qu'il y aurait ce genre de choses-là, parce que même pour des modèles qui seraient très grande échelle, où on aurait tiré plein de données, le fait d'avoir un substrat beaucoup plus bas en dimension, beaucoup plus structuré, avec beaucoup d'autres connaissances qu'on peut mettre dedans, serait infiniment instrumental pour la perspective d'entraîner ces modèles et tout. C'est vraiment intéressant. Je qualifie la discussion d'intéressante, mais c'est une discussion entre nous. Moi, j'espère que j'exclus personne. Mais ça me fait penser à moi, mon champ de formation scientifique d'origine. C'était initialement à Normal Sup et pendant ma thèse de sciences, c'était la modélisation de la conscience. Et quand on essaye de comprendre une entité quasi philosophique comme ça qu'est la conscience, on peut construire des modèles qui sont ultra abstraits, ultra déconnectés en fait de ce qu'est le cerveau, ou bien, je reviens à la question, se dire, en fait, il y a une forme anatomique du cerveau qui est une contrainte
sur les modèles que je construis. Et c'est pas les mêmes modèles, en fait. C'est-à-dire, vous pouvez finalement modéliser les conditions d'émergence de la conscience qui sont contraintes ou pas par ce que vous savez de l'anatomie cérébrale. Ça donne pas du tout la même démarche, ça aboutit pas du tout au même résultat. Moi, je soupçonne que si l'enjeu est d'aller vers la pathologie, donc des individus qui ont quand même cette architecture cérébrale en moyenne, ben, il vaut mieux passer par la démarche qui s'impose la contrainte de l'architecture cérébrale et qui n'est pas purement abstraite, qui n'est pas juste sans les contraintes, qui sont en fait les contraintes de l'évolution, qui font que notre cerveau il est construit comme tel, et qui s'applique sur cette question théorique qu'est ce moment de l'ignition, l'apparition de la conscience. Je donne cet exemple pour essayer d'éclairer ce que ça donne. Maintenant, si on arrive à capter des choses qui sont super valides, sortent sans ça, moi j'achète totalement, de même que j'achetais totalement l'efficacité de l'aspirine dans un certain nombre d'indications, sans même qu'on ait compris comment fonctionnait l'aspirine. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question. Vous avez dit au début qu'il y avait à peu près 10% des patients, enfin des Français qui souffrent d'insomnie chronique résistante. Voilà. Et dans la dernière présentation, on a vu que des implantations profondes pouvaient résoudre certains troubles. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, utiliser des technologies similaires pour arriver à soigner de façon finalement non médicamenteuse, mais avec de l'IA qui apprendrait ce que c'est que le sommeil, pour soigner ces patients, on va dire, résistants au sommeil? C'est une très très bonne question. En fait, il faut qu'on. Ce que je pense, c'est qu'il faut effectivement un peu diriger, un peu induire quand même sur des modèles de pathologie. Et c'est des projets qu'on a justement avec Jean-Baptiste, d'essayer de, sur un nombre de solutions finies, que sont des solutions thérapeutiques qu'on connaît, qui ont un certain niveau de preuve, puisqu'on se doit de proposer des traitements avec des niveaux de preuve scientifiques dans un certain ordre, en fonction des symptômes, effectivement adaptés, personnalisés. Donc on espère un jour réussir à faire ça. Maintenant, l'insomnie peut paraître un peu plus facile, entre guillemets, que la dépression, mais dès qu'on s'intéresse à une pathologie, en fait, on a les insomniaques court-dormeurs, normaux-dormeurs, avec une mauvaise perception de leur sommeil, certains qui fragmentent beaucoup, certains c'est le début de nuit, d'autres c'est le maintien avec des réveils nocturnes longs, d'autres c'est des réveils précoces, d'autres qui ont ce qu'on appelle l'hyper-réveil, l'hyper-arousal, avec le cerveau pouf-pouf qui globalement se remet en route. Il y en a, c'est en postpartum, une femme qui va avoir cette hypervigilance postpartum et qui va garder, comme Marie Dariussec dans son livre « Ne pas dormir ». En fait, dès qu'on s'intéresse au phénotype individuel et à des pathologies psychiatriques, là, le comportement devient infiniment complexe. Et c'est là où j'en reviens à la discussion déjà, mesurer le comportement et avoir des mesures physiologiques valides, même périphériques, est déjà un enjeu. Et on voit que les approches multimodales permettent d'avoir des compréhensions un peu complexes. On voit qu'on peut rajouter des briques de compréhension peut-être intra-cérébrales de certains réseaux du cerveau. Ma crainte avec ce que tu dis, Raphaël, et ce que tu avais introduit, Jean-Baptiste, c'est que là, sur ces systèmes d'implantation, on n'a qu'une zone précise du cerveau. Et donc, c'est le risque que tu disais, c'est-à-dire on va inférer finalement de la partie sous le lampadaire qui est éclairée un fonctionnement de cerveau entier, qui peut induire peut-être des mauvaises interprétations, voilà, mais ce qui peut donner aussi des pistes de... Enfin, vous voyez, on est dans le comportement est vraiment quelque chose... donc, l'IA va falloir la guider un peu, mais comment la guider correctement? Je pense que tout l'enjeu est là, enfin, je ne sais pas si tu... En fait, les deux sont vrais en même temps. C'est-à-dire, ce ne sera pas une étude qui prouvera quelque chose, mais la multiplicité des études causales sur le cerveau va donner quand même des pistes. Et il y a quand même des modèles déjà bien établis de certaines familles de fonctionnement cérébraux. Donc, on peut imaginer que c'est ça qui va venir créer des contraintes. Après, oui, effectivement, ce sera itératif et on n'a rien à dire que l'esprit est le fruit de l'évolution qui, d'ailleurs, avec le temps, on ne sait jamais si on ne pourra pas ajouter d'ailleurs des
des contraintes comme ça, du fait que notre cerveau étant le fruit de certains types d'évolutions et qu'on sait certains types de directions, c'est pas impossible non plus qu'on puisse réfléchir à ce genre de choses-là. C'est très à la mode le transport optimal en ce moment, qui est une façon de décrire une manière concernant, donc par exemple que le cerveau a des ressources à gérer et que donc utiliser ce genre de choses-là. Et c'est pas que pour citer des polytechniciens que les bonnes idées qui ont filé des problèmes de maths indéfinis à tout le monde. Et comment ça s'appelle donc sur le coup, les deux iront ensemble, quoi, sur le coup. Après, on peut aussi avoir des contraintes paradoxalement abstraites, c'est-à-dire non faites dessus, mais qui sont de ce qu'on connaît du fonctionnement cérébral ou des choses comme ça, comme ce que je viens de dire. Par exemple, le transport optimal, on n'aura pas de preuve que biologiquement, on pas simplement dans le cerveau. Par contre, c'est une supposition raisonnable de dire que, quitte à bouger des trucs, bouger étant des idées du calcul à faire ou de la répartition de calcul dans le cerveau, si on pouvait éviter de trop consommer, ce serait toujours ça de prix. Bon, c'était très impressionnant. Je crois qu'on peut remercier nos intervenants. Oui, je ne me permettrai pas de faire une synthèse parce que je ne suis pas sûr d'abord d'avoir tout compris. Je voudrais juste être sûr d'avoir compris deux choses. Mais simplement sans relancer la discussion. Parce qu'il y a un cocktail après, et ça serait vraiment l'occasion de pouvoir discuter. Mais je crois avoir compris qu'il y a quand même un rapport du spécifique à la globalité du cerveau qui est vraiment un questionnement permanent, que ce soit quand on vous écoute dans le traitement statistique et sur des afférences qui sont plutôt spécifiques dans le... Faites attention au mot causal, déterminant, et même dans vos propos, c'est-à-dire que quelque part, est-ce que je mets les pieds dans le plat en disant que l'IA, pour l'instant, n'est pas capable quand même de reproduire un cerveau entier? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? En deux mots, c'est oui ou non? Ah, vous diriez plutôt oui ou plutôt non? Sans repartir sur les maths, hein. Sur le coup, je me méfierais de toute affirmation qui dirait l'IA va pas réussir à, parce que tous ceux qui se sont amusés Pour l'instant. reproduire les effets, oui, de toute façon on est des êtres biologiques incarnés, hein. Donc c'est-à-dire qu'on a un effort. Excusez-moi, j'ai l'impression d'être dans une émission politique, oui ou non? Je refuse de répondre. Comment ça s'appelle, pour les effets empiriques, je ne donnerai pas de limite à l'IA parce qu'à mon avis, Raphaël, est-ce que vous pouvez rajouter un point? Moi, je répondrais en psychiatre simplement sur justement la question de l'incarnation. En disant tant qu'il n'y a pas d'incarnation et notamment d'émotion, je pense que bon nombre par exemple, des décisions prises ne peuvent pas être pertinentes sans cette pondération émotionnelle. Maintenant, de la même façon, je me garderai bien de dire que ce n'est pas possible au futur, et que d'ailleurs, par exemple, la question des émotions est une question qui peut se poser très concrètement pour l'intelligence artificielle. Parfait. Le deuxième point, j'ai presque un regret de ne pas vous avoir connu avant parce que je trouve que vous êtes un cas extrême au fond où les recherches en sciences sociales sur les questions d'adoption, que ce soit du côté patient, du côté professionnel, dans les contextes organisationnels, ont l'air déterminantes parce qu'on vous entend, vous reprenez quelque chose qu'on entend dans les autres conditions cliniques, en onco on entend la même chose, c'est-à-dire le passage de l'expérimental au soin courant est quand même diabolique. Alors vous avez l'air d'être un cas vraiment extrême, parce que quand vous parlez de la digitale à l'avance thérapeutique, votre dernière étude, on sent qu'il y a une construction là, sur les usages, et c'était un peu la question de Sunny aussi, sur la manière dont ça modifie les pratiques, et donc il y a des questions d'adoption, enfin il y en a gigantesques, donc bon, j'espère qu'on pourra travailler un jour ensemble, mais on ne va pas commencer la collaboration maintenant. Je voulais vraiment vous remercier. Je voulais vous dire, donc il y a un cocktail qui est juste à côté, on peut continuer les échanges et je pense que tu pourras nous parler du transport optimal parce qu'il y a des détails qu'on n'a peut-être pas tous compris. Il y aura peut-être des personnes intéressées. La prochaine séance est le 14 novembre au soir, c'est une séance de synthèse, c'est-à-dire qu'on va essayer sur les 7 séances qu'on a connues pendant 1 an et demi, de faire une synthèse et de le présenter à des personnalités du monde de la santé. On en a déjà 3 qui ont donné leur accord. Donc, on aura Nicolas Revel, le directeur de la Sciences Publiques de Paris. On aura Fabrice Barlési, qui est le directeur général de Gustave Roussy. Et on aura Lise Alter de l'Agence de l'innovation pour voir au fond tout ce qu'on essaye de capitaliser avec modestie, parce qu'on n'a pas des études scientifiques randomisées, mais par le biais des séminaires et des interventions de toutes les personnes très qualifiées comme ce soir, on puisse résumer au fond ce que veut dire cette prévention algorithmique. On n'a pas fait que la prévention algorithmique ce soir, mais vous en avez parlé aussi. Et donc d'essayer de faire une synthèse et de voir au fond comment des décideurs dans le système de santé à l'heure actuelle peuvent
considérer l'implantation aussi de ces lectures assez innovantes. Donc ça sera au Paris Santé Campus. Et puis j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en 2025, on poursuivra notre programme sur le thème probablement de la prévention. On ouvrira d'autres thèmes parce que parmi les polytechniciens, il y a des spécialistes d'autres domaines, notamment du management et notamment du lean management. Alors, Guillaume est quelqu'un de très, très modeste, mais en dehors de ses fonctions de directeur du GHU, il est aussi un expert en management et il est en train de sortir un livre donc, sur le lean management. Donc, il est sorti ou pas, Guillaume? Pas encore. Je voulais faire de la publicité, mais je m'y prends mal. Excuse-moi. Bon, mais en tout cas, on aura une séance qui sera en lien justement sur ces outils de gestion de l'activité, partant de l'idée que beaucoup des soignants, je ne sais pas si c'est votre cas, se plaignent un peu finalement des conditions de travail au quotidien et que ce n'est pas des questions de gouvernance. Mais je ne voudrais pas lancer une polémique à 21h30 entre vous. Mais donc, c'est pour vous dire qu'on aura aussi d'autres thèmes en 2025 et je vous propose maintenant de passer au niveau du cocktail et de poursuivre notre relation autour de ce buffet. Merci beaucoup.